Asako 1 et 2, Avalon et Hard Candy, bienvenue dans un nouvel épisode de Random Movies. 3 filmmakers are fighting to keep cinema alive. That's so random. That's so random. Random. Oh my god, I say random all the time. Are you me? Super weird. Le concept est très simple, chacun propose un film qu'il a peut-être déjà vu ou pas, qu'il a aimé ou détesté. Et maintenant qu'on a tous vu les 3 films, c'est le moment de leur mettre ce qu'ils méritent. Et pour ça, je suis avec Seb. Bonjour Seb. Bonjour Marjorie. Avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Marjorie. Et avec Léo, notre ingé son. Bonjour Marjorie. Je n'ai pas dit bonjour, excuse-moi. Pas de souci. Mais je te respecte, sache-le. Ouais, D'autant plus que tu as un très bon micro maintenant. Oui, c'est juste, tout à fait. Du coup, je vais faire un peu le malin, vous allez m'entendre en HD maintenant. C'est pas pour autant qu'on va te donner plus la parole, sache-le. Non, bah écoute. Il y a des choses qui changent tournage pour Léo. Fin de tournage. De nouveau, au revoir Léo. À bientôt. C'est une sortie de chant sonore. Exactement. Quelqu'un veut rajouter encore une blague là-dessus ou Quand vous voulez, ok, ouais. yes. Non, pas de souci, moi j'adore. Avant de commencer cette émission, je vais vous poser une petite question un peu d'ordre général. Est-ce que vous avez un truc à dire sur le paysage cinématographique ? Seb, pour commencer. Oui, j'ai quelque chose à dire parce que l'autre jour, je me baladais sur Apple TV et j'ai vu une nouvelle série de Bill Lawrence. Et alors moi, quand je vois une série de Bill Lawrence, ça fait à peu près le même effet que dès qu'on a annoncé à Mathieu que la Première Guerre mondiale était finie. Ça me fout les frissons, quoi. J'aime bien. Ouais, j'étais côté allemand, ça fait chier. Du coup, Bill Lawrence, c'est quelqu'un de très important dans la série comique américaine. Pour ceux qui savent, la série comique américaine, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Bill Lawrence, c'est qui ? Bill Lawrence, c'est un scénariste, showrunner, producteur, justement de séries, qui a fait ses armes sur le scénario de Friends avant de se lancer un peu de son côté en créant la série Spin City que j'ai pas vue. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est les séries Scrubs, Cougar Town et Ted Lasso, dont il était tout le temps dans le processus créatif, qui sont venus après. Donc, ces 3 séries que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai qu'en voyant la nouvelle série qui s'appelle Shrinking avec Jason Segel et Harrison Ford, je me suis un peu chauffé et c'est vrai que ça m'a rappelé au début des bons petits moments de Cougar Town, mais je vais vous le dire, c'est assez claqué et ça m'a fait mal au cœur parce que autant les premiers épisodes, il y a de l'humour, Bill Lawrence, on retrouve ce qu'on aime, la série est entrecoupé de moments de comédie pure et de moments de téléfilm à la con M6 avec l'actrice qui joue la fille de Jason Segel. Je crois que l'actrice s'appelle Lukita Maxwell, qui est une des pires actrices de sa génération. Je pense qu'elle devrait s'arrêter. Tombe bien, personne ne sait qui c'est. Oui, je pense que pas beaucoup de monde sauront qui c'est. Sur l'échelle Gal Gadot, on est où à peu près ? 2 Gal Gadot sur 4, je sais pas, un truc comme ça. Non, vraiment, c'était assez éclaté et je suis très déçu de ça. Mais à part ça, il y a quelques bons moments et c'est que 10 épisodes de 30 minutes. Donc, franchement, il n'y a pas grand chose à perdre. Mais on a connu mieux. À passer en fond sonore, en fait. Oui, exactement. Un peu comme ce podcast, peut-être pour certains qui sont en train de faire autre chose. Streamez-nous, les gars, streamez-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah merde, on est en live. Alors, Mathieu, un truc à dire sur le paysage cinématographique ? Oui, moi j'ai voulu rattraper un film que j'ai vu au cinéma quand j'étais petit. C'est 12 hommes en colère de Sidney Lumet, 1957. Et À l'époque, tu avais 12 ans. J'avais déjà 12 ans et je me rappelais pas bien, tu vois, parce que c'était en noir et blanc et c'est la première fois que je vois du son synchrone, tu vois, au cinéma. Je suis perdu, moi, je me suis arrêté à Chaplin. Non, mais en vrai, 12 hommes en colère, c'est un film culte pour énormément de gens. C'est un film un peu du cinéma classique. C'est le premier film de Sidney Lumet aussi, pour lequel il a eu toutes les nominations possibles aux Oscars et où il a failli gagner même meilleur film et meilleur réal. C'est très simple comme concept. 3 chroniqueurs qui... Non, c'est très simple. C'est un gamin de 18 ans qui est accusé d'avoir tué son père et il risque la peine capitale et le jury populaire, donc aux États-Unis, c'est 12 personnes random qui sont posées dans la salle, doit statuer sur sa culpabilité ou non. Et il y en a 11 qui votent oui, il est coupable sans regarder le dossier parce que il fait beau dehors, il y a un match qui est prêt, ma femme m'attend et je m'en fous. Et il y en a un qui pose la question juste, et s'il était innocent, est-ce qu'on se poserait quand même pas la question avant de tuer un gamin, quoi. Et il essaye de retourner le jury parce qu'il faut qu'il y ait 12 oui ou 12 non. Ils peuvent pas sortir tant que c'est pas fini. Donc c'est un huis clos, mais c'est méga bien. Je m'attendais vraiment à m'emmerder. Et non, c'est super cool. Donc vraiment, je vous le conseille. Et j'ai vu We Need to Talk About Kevin de Lynn Ramsay avec
avec Ezra Miller et cette actrice qui fait peur mais qui est incroyable, qui est Isabelle Huppert. Incroyable celle-là. Alors c'est la Isabelle Huppert américaine, c'est Tilda Swinton. Tilda Swinton qui est Haut niveau. anglaise, complètement. Oui. Ouais, allez, enfin un racisme pré-guerre, on Et qui confond fait peur. les anglo-saxons. Nous allons les bouter hors du royaume normand. La vache. Ça veut pas décoller aujourd'hui. Je sais pas où je vais. Non. Non, We Need to Talk About Kevin qui revient sur donc Tilda Swinton qui est constamment prise dans des flashbacks de sa vie de famille quand elle était encore heureuse avec son enfant, son autre fille et son mari John C. Reilly, juste avant que donc Ezra Miller qui joue son fils ne crée une tuerie de masse dans une école, et elle se rappelle un petit peu comment en fait s'est construit cette vie de famille. Est-ce qu'elle a vraiment aimé cet enfant? Est-ce qu'elle est pour quelque chose ou pas? Donc c'est construit à base de flashbacks sur un sujet extrêmement joyeux. Et alors c'est toujours facile de le dire avec le recul, mais on aurait déjà pu se douter en 2011 qu'Ezra Miller était un tout petit peu cramé. Et du coup, revoir ça au jour d'aujourd'hui, on se dit, mais il est fou ce gamin. Évidemment qu'il va kidnapper quelqu'un. Évidemment, il est armé. Et c'est assez cool. Voilà. Sinon, j'ai vu Mario, c'est Osef. Ok. Ah oui, c'est vrai. J'en ai entendu du bien. C'est pas stylé? Je n'ai pas encore été le voir. C'est cool, mais c'est cool comme quand vous jouez aux jeux vidéo, mais que c'est pas vous qui allez à la manette, quoi. Bon. C'est une bonne manière de parler de Super Mario, le film, je pense. De toute façon, quand ce podcast va sortir, il ne sera plus au cinéma. Donc Exactement. la question ne se pose pas. Et Vous l'aurez sur Apple TV avec Seb. quant à moi, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'avais envie de faire un petit bonjour à notre concurrence directe, puisqu'on a découvert qu'il y avait un autre podcast qui s'appelait Random Movies, à savoir Random Movies Generator with David Earl and David Edwards, avec mon meilleur accent anglais sur un mot sur deux. Du coup, je vous propose de passer un petit coucou à la concu. Voilà, on leur fait coucou. Coucou la concu. On va Ouais. vous fumer, les gars, on va vous fumer. Il Et parle on est- pas français, Sébastien. Et on espère qu'il ne We're gonna prendra pas smoke trop de you, stream. Je propose de... À chaque épisode, t'as un truc gênant en anglais, toi. Hein. Eh ben, tu sais quoi, c'est, puisque tu as envie de faire ton intéressant, on va commencer avec ton film, le film que tu nous proposes, à savoir Asako 1 et 2. 良平のこと好きやでどうしたらいいかわからんぐらい好きになってしまった私はまるで今夢を見てるような気がする La jeune Asako, étudiante à Osaka, est éperdument éprise de Baku, un jeune homme très beau, mais fantasque et imprévisible. Un jour, ce dernier disparaît, laissant Asako désespérée. Fuyant Osaka, la jeune femme part s'installer à Tokyo. 2 ans plus tard, Asako tombe par hasard sur un jeune homme qui ressemble trait pour trait à Baku. Asako 1 et 2, c'est un film franco-japonais réalisé par Ryosuke Hamaguchi et sorti au Japon en 2018, qui faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 2018. Le film est tiré du roman Netemo Sametemo de Tomoka Shibazaki, pardon, je suis pas japonais, qui est paru en 2000. J'ai choisi de vous présenter ce film parce qu'il est réalisé par Ryosuke Hamaguchi et c'est un réalisateur qui m'intéresse tout particulièrement depuis son dernier film Drive My Car qui est sorti l'année passée. Il est né au Japon à la fin des années 70 et il entame ses études dans la faculté des lettres de l'université de Tokyo. En 2006, il rentre à l'université des arts de Tokyo et va sortir Passion comme travail de fin d'études en 2008 qui va définitivement lancer sa carrière de réalisateur. Il faut attendre à peu près 2015 avec son film Senses pour connaître vraiment le rayonnement international du réalisateur. Un long métrage de 5 heures et 17 minutes, quand même, qui va obtenir des prix à l'étranger, notamment au Festival de Locarno et le Festival des 3 continents à Nantes, notamment pour l'interprétation de ces actrices féminines. Il a gagné la Pendule d'Or aussi au festival Trop Long à Trouville-sur-Ville. La bonne blague. La reconnaissance internationale commence vraiment à se faire ressentir quand Asako 1 et 2 intègrent la sélection officielle du Festival de Cannes. En 2021, Contes du hasard et Haute Fantasy remportent le Grand Prix du jury à la Berlinale. Et pour les plus sceptiques qui ne croient pas encore à son emprise sur le paysage international cinématographique, c'est vraiment avec Drive My Car qu'il va tout casser. Donc, pour vous faire une petite liste de ce que Drive My Car a été empoché à l'étranger. Il est récompensé du meilleur scénario à Cannes, meilleur film étranger au Golden Globe, au BFA, aux Oscars et aux Satellite Awards. Il est nommé au César du meilleur film étranger qu'il perd devant The Father de Florian Zeller. Et il est nommé dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario adapté aux Oscars. Donc Hamaguchi se présente
aujourd'hui comme un chef de file de la nouvelle génération de réalisateurs japonais. Et il a un cinéma, je pense qu'on le voit assez dans Asako 1 et 2, ça plaît ou ça plaît pas, mais il a vraiment un cinéma qui traite de sentiments de la manière la plus épurée possible, la manière la plus lyrique possible, et qui, pour moi, rend un réalisateur tout à fait intéressant et que j'ai vraiment envie de suivre. Et du coup, j'ai besoin d'entendre vos avis. Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, je tiens à commencer par dire que Télérama ne l'a pas considéré à l'époque du Festival de Cannes comme notre Palme d'Or, mais comme une magnifique variation de Vertigo d'Alfred Hitchcock. Et c'est en fait, moi, c'est ça qui m'a mis une première surprise pendant le film, c'est qu'au vu du résumé et on en avait très rapidement parlé les deux, je m'attendais à voir un ersatz de Vertigo en fait en version japonaise. Et c'est pas tellement l'idée. Donc en fait, c'est pas du tout la faute du film, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc j'ai mis un moment à rentrer dedans, à comprendre un petit peu où ça allait. Notamment parce que ça commence par une agression. Très clairement, il y a le premier bisou qui débarque à 3 minutes de film, il est pas consenti, mec. Hein. Ça c'est chaud. Ça c'est, tu peux pas me faire le coup de d'autres mœurs, hein, ça c'est chaud. C'est elle qui le suit. Non, alors là, on va faire rentrer sur ça. Même Léo, il s'en branle là, vraiment. Léo, il fait des bails là ailleurs. Même lui, il s'est désolarisé ce podcast. Non, ça commence dur. Après, ça va. Franchement, c'est smooth, mais là, j'ai eu un petit coup sur celle-ci. Ce qui est intéressant pour le réal, en fait, c'est qu'il a subi d'un point de vue international ce qu'ont subi énormément de réalisateurs qui ont fait un film reconnu, mais qui est peut-être leur 5e. C'est qu'une fois que c'est sorti et que c'est arrivé chez nous, tous les critiques ont sorti des articles ultra rapidement sur toute sa filmographie du genre « Nous, on l'avait vu avant tout le monde, mais vous aviez pas lu et venez, on ressort le truc. » Parce que Asako 1 et 2, les critiques qui sont bonnes, d'ailleurs, sur tous les sites, datent des mêmes dates que Drive My Car, alors que le film a 3 ans de moins. Donc vraiment, le gars est arrivé avec ce film-là, avec Drive My Car, et toute sa filmo est sortie vers nous en même temps. Donc c'était intéressant de le voir. Et j'ai pas vu Drive My Car. Je t'avoue que si c'est le même rythme, mais dans une bagnole, je suis pas ultra pressé. C'est beaucoup plus lent. Ah, youpi, je vais pas le voir tout de suite. Ah la vache. Donc, dans le truc que j'ai relevé, parce que je trouve que le scénario il tient à peu près la route, je vais pas, en plus c'est tiré d'un roman, tu vois, donc on peut pas parler forcément de Hamaguchi pour le scénario en lui-même. Je trouve qu'on perd des choses à la traduction, mais ça c'est de la faute de personne, c'est juste qu'on parle pas japonais. Et en plus, j'ai vu qu'ils avaient différents accents, les personnages qui viennent, d'où viennent les acteurs, que ce soit Osaka, Tokyo, etc. Donc nous vraiment, c'est absolument pas perméable avec notre culture. Je veux dire, si tu parles pas japonais, tu ne le sais pas. Mais on perd à la trad notamment tout le jeu de mots avec les prénoms, le fait que Baku ce soit à la fois un animal mythologique qui mangerait les rêves, un tapir, et que c'est le même idéogramme que celui du blé, que sa sœur c'est l'idéogramme du riz. Ouais. Donc c'est pour ça que quand elle apparaît, moi j'avais les sous-titres en anglais, puis elle dit retourne manger des rêves. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette insulte claquée? On est au 16e là, c'est quoi le truc avec le zoo aussi le coup du tapir est très particulier. Elle fait Baku, il fait comment ça tu me traites de tapir? Je comprends pas ce qui s'est passé. Mais non, Baku, et lui il fait il y a un zoo au fond, oui. C'est pour ça. Après c'est vrai que c'est mon prénom aussi. Ouais, c'est absolument probable. Et du coup dans le roman de base, j'ai vu que Asako elle faisait un lien entre Baku qui donc veut dire le blé et sa sœur Mai, qui veut dire le riz, et la fratrie des Phoenix, River, Summer et Rain Phoenix, qui sont les frères et sœurs de Joaquin Phoenix. Dans le film, le lien il tombe, mais ils ont gardé les 3 éléments parce que on a appuyé énormément la rivière, le soleil et l'été et la pluie, à l'image. Et la sœur est mentionnée, et en fait, elle apparaît pas, mais on fait apparaître le riz plusieurs fois, il bosse dans le saké, sa mère lui envoie du riz, enfin voilà. Oui. C'est assez subtil pour que ce soit pas trop lourd. J'aurais pas forcément fait gaffe si j'avais pas fait quelques recherches un petit peu dessus. Et je voulais voir, en fait, si ma traduction de sous-titres et tout me faisait perdre un peu des éléments, parce qu'au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre où ça allait. Alors après aussi, je t'avoue. Mais en tout cas, au début, j'ai du mal à comprendre où ça allait. Le fait que le titre apparaisse après 18 minutes, ça c'est assez rare, c'est assez cool, franchement, à part Babylone qui le fait à 32, généralement, soit t'as pas de générique, moi j'avais oublié qu'il n'y avait pas de générique, jusqu'à ce que Asako 1 et 2 arrive vraiment à l'image, le carton. Je trouvais ça assez sympa. Après, j'ai noté ça patine quand même pas mal. J'avais un peu l'impression que je démarrais mal ma bagnole, tu sais, quand j'étais je tournais la clé, mais j'avais oublié le frein et j'étais en pente douce. C'était, voilà. Typiquement, je comprends pas le changement de focalisation. On a 18 minutes sur elle. Il y a l'événement qui est du coup le plot de base. Sinon, c'est Vertigo. S'il n'y a pas de changement de focalisation, c'est Vertigo. Ouais, non, alors. Il y avait moyen. Mais en fait, le fait qu'on se penche sur Ryohei ensuite pendant bien 30 minutes et qu'elle apparaisse par touche
et que ce soit lui qui essaye de la contacter elle plutôt que l'inverse, ce qui aurait été logique d'avoir quelqu'un que tu retrouves quelqu'un qui te ressemble, tu vois, à ton ancien amour. Enfin, le fait qu'on inverse les personnages de Focal, moi, ça m'a vraiment perdu. Parce que du coup, j'étais là, ok, donc le film va où? Je comprends pas. Est-ce que je vais voir ce mec dealer du saké pendant 35 minutes? Oui. Et du coup, c'était très long à ce niveau-là. C'était assez long. Après, je trouve que ça amène des réflexions qu'il faut un peu de temps à amener quand même, mais qui sont intéressantes. Dont on parlera peut-être un petit peu plus tard en partie spoiler. Mais je trouve que c'est un film que je suis content d'avoir vu, dont la réalisation ne va absolument pas me marquer, dont les acteurs que j'ai trouvé très bons, mais vont pas me marquer non plus. Et dont certains choix de scénario, bah du coup c'est le roman, donc je peux pas en vouloir au film, mais me surprennent quand même beaucoup pour que je puisse passer au travers. Et c'était un peu lent, quoi. C'est le cas de le dire, ouais. Je crois que vous avez compris que c'était lent. La métaphore de la voiture donne bien le ton. Moi, quant à moi, j'ai aussi pas mal de choses positives et négatives, un petit peu, ce qui est le principe d'un avis qui est nuancé, parce que je vais être comme Mathieu, je peux pas être dithyrambique, mais il y a pas mal de choses que j'ai beaucoup appréciées, notamment le travail sur l'image et les cadres que je trouve très qualitatifs. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film assez géométrique, et il va beaucoup jouer avec les architectures et les lignes du décor, en fait, pour encadrer ses personnages. Il va utiliser des rambardes d'escalier, des cadres de portes et de fenêtres, des cadres de photographie. Il y a le motif du quadrillage qui revient aussi souvent à l'arrière-plan. Je sais pas si c'est juste une coïncidence que les décors sont tous quadrillés, mais Je pense pas, non. J'imagine c'est réfléchi, je sais pas. En tout cas, c'est assez récurrent, ce qui renvoie un petit peu à cette idée aussi de cadre de cinéma, et justement ce personnage de Baku n'est vu que par écran interposé par Asako, et ils sont assez, enfin ça exprime aussi cette distance-là, et ça renvoie à toute la question de la représentation. Elle semble poursuivre une image, une espèce d'illusion, un rêve versus une réalité. On y revient à chaque fois, c'est fou. Et voilà, il y a cette opposition-là entre ces deux figures masculines, celle qu'elle idéalise un petit peu, qu'elle a hors de portée, puis celle qu'elle a juste à côté d'elle. Et je suis d'accord avec toi, Mathieu, il y a beaucoup de réflexions intéressantes qui vont partir de ce postulat-là, mais elles tardent un petit peu à venir. Il faut vraiment être patient avant que le film embraye sur ça, justement. 1h18, la première réflexion, je me suis dit, Exactement. Première réflexion, 1h18, on note. C'est le timecode, vous pouvez avancer directement là. Moi, par contre, alors je vais pas être d'accord avec toi, Mathieu, concernant les acteurs, notamment l'actrice principale / perso principal, auquel je n'ai pas du tout accroché. Je n'ai pas réussi à m'attacher à cette personne. J'ai trouvé qu'elle avait la consistance et la saveur d'une tranche de pain de mie, c'est-à-dire très peu. Je ne sais pas si c'est une question de jeu d'acteur, si elle était dirigée comme ça, si elle joue comme ça, c'est un talent naturel, j'en sais rien. Toujours est-il qu'à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, limite je levais les yeux. Enfin, je sais pas, je n'ai pas du tout apprécié. Et je trouve aussi assez particulier parce que voilà, c'est l'héroïne, mais elle est en marge de tout. Enfin, elle est assez invisibilisée pendant une bonne partie du film. C'est-à-dire qu'effectivement, on commence sur elle, puis d'un coup, elle est complètement elle est décalée, en fait, par rapport à ce qui se passe. Elle parle très peu, elle a peu d'expression, voire pas du tout. Et, ça t'a plu, du coup, ça? T'as dit quoi? Ça t'a plu, ça, du coup? Et voilà, je la trouve assez invisibilisée pendant une bonne partie du récit, ce qui fait qu'on s'attache pas beaucoup à elle, je trouve, et presque plus à son entourage que à elle, alors que littéralement son prénom, c'est le titre du film. Donc voilà, j'ai trouvé d'ailleurs assez ironique que à un moment donné, il y a un personnage qui va critiquer le jeu d'acteur du personnage de Maya, qui est une amie d'Asako, et je trouve ça assez drôle que en tant qu'actrice du film, Maya est meilleure que l'actrice d'Asako. Mais bon, c'est la petite note ironique. Ouais, continue ton avis, pardon. Je continue, je poursuis sur ma lancée. Ce qui fait, alors comme je n'ai pas accroché à cette actrice, cette interprétation, j'arrive pas à croire non plus à la romance qu'il y a entre elle et Baku. Je trouve qu'il n'y a aucune alchimie entre les deux. C'est-à-dire que c'est courtois, mais ça ne me met aucun papillon dans le ventre. Je n'ai rien à mettre sous la dent. J'ai l'impression qu'il ou Baku? Entre Baku et Asako. Donc le premier. La première, ouais, tout le début, je ne comprends pas. On nous la montre très amoureuse. Effectivement, j'ai relevé aussi le petit bisou non consenti au bout de 3 minutes qui m'a bien refroidi. Et je sais pas, je trouve que ouais, il y a une mise en scène comme ça, finalement assez distanciée par rapport à ce couple. Et effectivement, on la voit limite avec des cœurs dans les yeux. On comprend pas forcément quel est cet amour qui va la hanter par la suite. Donc moi, cette relation m'a semblé assez artificielle, mais c'est peut-être aussi voulu de nous donner cette impression-là pour hiérarchiser la relation entre elle et Baku et la relation entre elle et
Ryohei, c'est ça, j'ai bien prononcé? Ouais, je pense Parce que je suis un peu une experte dans la mauvaise prononciation des prénoms apparemment. Moi, je me suis pas chauffé sur un accent, mais après, fais ce que tu veux, c'est un pays libre. Donc voilà, ce qui fait aussi, et je rejoins aussi Mathieu sur ce point, même si c'est une adaptation, il y a un bon nombre de ces décisions qui m'ont semblé un peu irrationnelles et aussi assez invraisemblables. J'ai de la peine à suivre ce personnage. Et en fait, ça a teinté toute ma réception du film. J'ai pas réussi à rentrer à 100% dedans. Maintenant, je vois totalement le potentiel du cinéaste et j'ai envie d'en voir plus. Tu dis que c'est un chef de file de la nouvelle vague japonaise, ça m'intéresse beaucoup. Donc je pense que je regarderai Drive My Car, que je ne connais pas encore parmi mes films vus, et donc je le rajoute maintenant sur ma liste. Mais peut-être que voilà, Asako 1 et 2 ne m'a pas non plus beaucoup marqué. Je me permets juste avant qu'on prenne ton avis, Seb. C'est une pure question, il n'y a pas de blague ni rien. Est-ce que tu es familière du cinéma japonais ou même asiatique en général ou pas forcément? Bah justement pas beaucoup, ce qui fait que c'est aussi un style je suis pas encore sensibilisée à ça, mais c'est peut-être un début. Parce qu'au niveau jeu des acteurs, moi je me prononce pas trop sur ils sont très bons ou pas, parce que c'est un jeu qui est complètement différent de celui dont on a l'habitude. Et il est même sur une échelle, on va dire, de cinéma asiatique, il est moins expressif qu'un jeu coréen, par exemple. SV, de toute façon, le personnage de Asako est taiseux. Alors en plus, il y a ça. Mystique, et c'est pour ça qu'il y a un changement de focalisation aussi. Je pense que Alors, il y a ça aussi, mais... Tout à fait d'accord qu'il faut prendre des pincettes par rapport aux jeux d'acteurs d'autres pays que voilà. Maintenant, quand tu compares vraiment elle par rapport aux autres personnages, moi je me suis vraiment focalisée sur à l'interne du film par rapport à ceux avec qui elle évolue. Je vois vraiment une différence et donc je pense que c'est à la fois une volonté de la rendre un petit peu pas impassible, mais elle garde beaucoup de choses et en même temps, je trouve que ça transparaît. Il y a peu de choses qui transparaissent. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi parce que ce que tu dis, Mathieu, c'est pertinent, mais dans le fait qu'on peut l'avoir évolué avec d'autres acteurs dans le film, elle est clairement montrée comme mystique et c'est ça. Et du coup, c'est toujours ce qui est dur avec un acteur qui joue pas beaucoup, qui joue un personnage taiseux, c'est à savoir si il joue bien le personnage qui joue pas ou juste il sait pas jouer. Ou il joue pas le personnage qui joue bien. Ouais, Attends, je suis perdu. Non, mais moi, c'est vrai qu'Asako, j'en garderai pas un souvenir impérissable. C'est le même acteur, donc voilà. Ryohei, je trouve que ça marche très bien. Et je trouve que Baku, c'est affreux en termes de jeu. Mais c'est le même. Oui, c'est ça mais qui est il a très deux bizarre. jeux. Je trouve que Baku, il est affreux, son jeu. Et je trouve que Ryohei, ça marche très bien, tu vois. C'est très particulier comme ambiance et comme film instauré. Mais vas-y, donne ton avis, excuse-moi. Ouais, donc moi j'étais sûr que le film allait se faire défoncer par vous deux. Je suis assez content parce qu'il est pas non plus. On n'est pas si méchant que ça quand même. Tu nous connais mal. Attends, c'est le premier film. Non, mais c'est un film qui est. Il y a Valon lent. qui suit après. C'est un film qui est lent, qui est épuré, on va dire un petit peu poétique avec un espèce de lyrisme qui touche à la banalité. Donc bien sûr que c'est ma cam, j'adore ça, je trouve ça passionnant. Hamaguchi, ça tue. Et j'aurais plein de raisons de vous expliquer pourquoi ça me touche déjà, parce que Mathieu, tu parlais avant de ce rapport peut-être à un cinéma asiatique, etc. Peut-être qu'au niveau du cinéma, je m'y connais pas autant que je voudrais me connaître, mais par contre, j'ai vraiment un grand intérêt que je porte à l'animé japonais, au manga, etc. Et c'est vrai qu'on retrouve pas mal quand même si on peut pas comparer tout dans l'absolu, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de choses entre ces deux univers. Je vais commencer par des éléments un petit peu plus ponctuels dans le film qui vont me permettre d'expliquer ce que j'ai aimé dans le film. C'est que pour moi, le film, il est jonché de plans magnifiques. Et vous avez parlé du baiser non consenti. Alors, je l'avais pas du tout vu comme ça, mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, c'est un peu chelou. Mais par contre, au niveau de la rencontre et au niveau des éléments formels, c'est assez impressionnant. Il y a des ruptures sonores, il y a des ralentis au niveau du cadrage. Et je trouve qu'il y a un certain génie dans la façon de penser cette scène, de casser. Enfin, on entend des pétards qui explosent et tout à coup, ça s'arrête, ralentit, on filme les pieds, etc. Et je trouve que dans la composition de ce genre de plan, il y a quelque chose de magnifique. Et justement, ça me rappelle quelques passages d'animé qu'on peut voir, par exemple, dans Your Name ou des choses comme ça, avec des passages beaucoup plus lyriques qui donnent très, très bien. On peut aussi accorder au film une grande maîtrise de la rupture au niveau du cadrage et du montage. Alors au niveau du cadrage, je pense qu'avec une certaine aisance, on va passer de très gros plans à des plans très très larges, sans que forcément la cohérence soit cassée ou que ça marque une rupture trop forte. Et au niveau du montage, je pense à la longueur des plans, où on enchaîne entre du montage beaucoup plus rapide et des plans très très longs. Et justement, ces deux ruptures, ça nous permet d'avoir des plans qui sont ultra originaux, qu'on voit quasiment jamais. Et pour ça, je me réfère à une scène qui est à la fin du film. Je vais pas vraiment dire ce qui se passe, mais il y a Asako et Ryohei qui courent. On filme de ultra loin et pendant ultra longtemps. Et ça, c'est des plans qu'on ne voit jamais. Et je trouve que, c'est intéressant et ça brise pas la cohérence. Donc, je pense qu'il y a une grande aisance là au niveau d'Hamaguchi qui arrive à maîtriser ça.
Je pourrais m'étaler sur encore plein de choses, mais j'aimerais juste évoquer une thématique. C'est dégueulasse. Hein Après le lyrisme, le grave-le. Elle est superbe celle-là. Non, mais j'aimerais juste prendre une thématique qui m'intéresse pas mal, à savoir la réminiscence. On en a parlé avec Mathieu, notamment autour d'un livre de Roddenberry qui s'appelle Bruges la morte, que j'ai beaucoup aimé. Que personnellement j'ai adoré, que Mathieu n'a pas beaucoup aimé, mais Mathieu n'a pas de joie de vivre. Non, c'est un roman photo du 19e sur une veuve, c'est bon. Non, c'est un très très bon roman. Pour ceux qui n'ont pas le terme de réminiscence, il s'agit en fait de la mémoire involontaire, donc la mémoire qu'on active sans vouloir l'activer. Et je pense que la réminiscence est le seul moyen de faire sens des actions de Asako dans le film, parce que c'est vrai que si on prend factuellement ce que fait Asako, eh ben, c'est un horrible être humain. Vraiment, elle chie sur tout le monde. Et c'est vrai que si on prend juste au niveau de ce qu'elle fait, on a juste envie de lui tirer des doigts, quoi. Mais si la réminiscence, c'est la motivation de ses actions, le film, il prend sens, parce que le personnage d'Asako, le film, il prend le personnage d'Asako dans toute la complexité de son être. Elle aime parce que le souvenir est activé, elle fuit parce que ce même souvenir est douloureux. Et au final, Ryohei, il agit plus que comme un espèce d'objet qui sert à activer sa mémoire, autant belle que douloureuse. Et donc pour moi, Asako, c'est un personnage qui, dans toute sa complexité, lutte contre son passé, lutte contre le souvenir, lutte contre la douleur, mais elle lutte aussi contre elle-même. Et c'est ce qui explique ses réactions autant antinomiques. Elle veut aller d'un côté, elle veut aller de l'autre, etc. Cependant, petite retenue par rapport à ça, je pense que le film aurait gagné à avoir un tout petit peu plus de nuances, surtout à la fin du film, dans les réactions d'Asako, parce que je suis d'accord qu'elle paraît comme agissant très très vite, sans réfléchir. Je pense notamment à la scène de la voiture. On pourrait dire dans une partie spoil, peut-être. Ouais, dans une partie spoil, je vais pas dire ce qui se passe, mais en 10 minutes, il y a beaucoup de changements de choses, et je trouve que ça entache un petit peu justement à la complexité du personnage que j'apprécie. Les 99% du film où je me dis qu'on lui rend vraiment toute sa complexité et à coup pour quelques besoins scénaristiques, tac, ça change et je trouve que c'est un tout petit peu facile à ce moment-là. Et dernière remarque que j'ai un peu moins aimé, je trouve que les dialogues sont géniaux par moments parce qu'ils traitent de la banalité sans tomber dans le pathos facile. Aussi, t'as parlé du moment où il parle de théâtre. Il faut savoir que quand même, Hamaguchi, j'ai pas trouvé s'il avait fait du théâtre, etc. Mais il a quand même un grand rapport au théâtre. Déjà, Drive My Car, ça parle de l'histoire d'un metteur en scène qui désire mettre en scène un théâtre plurilingue avec des langues de plein d'endroits. Que Sense6, son film de 5h17, la première partie, c'est la mise en scène d'une pièce de théâtre et la deuxième partie, c'est la captation live de cette pièce de théâtre. Donc, il a un rapport avec le théâtre et je trouve que c'est ultra intéressant parce que même dans Drive My Car, il théorisait justement ce rapport au jeu, etc. Donc, je trouve ça cool et je trouve les dialogues super dans le 80% et d'autres moments, ils sont lunaires et je trouve que ça casse un peu l'immersion parce qu'on sait pas de quoi il parle et c'est les petits moments où je sortais du film. Mais dans l'ensemble, c'est un film qui va me touché parce que je sais pas, il y a quelque chose qui tient du lyrisme et tout ça qui me parle beaucoup. Je pense que je réagis moins à l'ennui que vous deux devant ce genre de film. C'est des films qui me parlent un petit peu plus, mais je pense que ça tient pas mal à l'affect d'apprécier vraiment ce film ou pas. Les scènes où tu dis par rapport aux dialogues qui sont lunaires, ça a rien à voir donc avec ces problèmes de traduction dont Mathieu parlait. Tu parles d'autres scènes. Non, oui, alors bon, c'est sûr que dès qu'on le voit la première fois Baku, mais on se dit assez vite que Baku ça doit dire autre chose. Non, c'est plutôt des scènes où moi, je pense à une scène où ils reviennent et puis elle lui masse les pieds et là, on sait pas trop ce qu'il est en train de se dire. Et t'as vraiment l'impression qu'ils échangent des lignes random et puis que c'est pas une conversation. Le moment où il lui dit il est bon mon curry, elle fait oui. Et puis il lui dit je crois que c'est une ratatouille. Puis il fait je devrais en faire plus souvent. Moi, j'aime pas les strapontins. Oui, non. Il fait plutôt jour. Ah oui. Non, c'est vrai qu'il y a des moments, ça fait ça. Mais d'autres moments, je trouve ça génial. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Un petit point pour celles et ceux qui aimeraient revenir sur la question de la mémoire dont tu as parlé au début. Si jamais ça se dit réminiscence, au cas où vous vouliez chercher dans un dictionnaire, il n'y a pas de E au milieu. Réminiscence. Réminiscence, R-E-G-U-M-I-N-I-S-C-E-N-C-E. Mais qu'est-ce qu'il est arrogant. Si jamais vous voulez chercher dans le dictionnaire, parce que tu as voulu te la jouer avec un mot compliqué que tu n'arrives pas à prononcer. Donc sinon, le reste, je suis d'accord. Voyelle, consonne. Voyelle, consonne. Pyramide. Moi, en tout cas, je voulais aussi rebondir sur. Tu parlais des dialogues. Moi, il y a une scène qui m'a pas mal parlé aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et là où j'ai apprécié le personnage d'Osaku, c'est Osaku. J'ai dit pas du tout Asako.
Oui, c'est leur Asako. enfant. C'est quand ils en auront un les deux, ça fera Osaku. C'est un mix des. Mais d'ailleurs, il y a un jeu de mots avec Asako Osaka. Ça n'a rien à voir ou bien? Non, c'est juste que ça se ressemble, je crois. Ok, et pourquoi Asako 1 et 2? Parce Ça, que j'ai c'est pas été deux renseigné. personnages, c'est à voir avec ses relations. C'est, Ok, ouais. première relation, deuxième relation avec des personnes identiques, mais elle qui change ou change pas. Ouais, puis après, moi, j'ai vu sur Télérama quand même un article qui disait c'est un magistral d'avoir appelé ça Asako 1 et 2 alors qu'elle est 1 et que les autres sont 2. Surtout que c'est la traduction, c'est la traduction pour l'Occident, Télérama. Asako 1 et 2. À la base, ça s'appelle comme le roman, à savoir Netemo, j'arrive plus à le dire. Donc, littéralement en français, même si je dors, même si je suis éveillé. C'est la traduction française qui donne Mais qui est Asako une 1 et 2. expression en japonais, hein, qui veut dire à la fois jour et nuit et un truc genre Oui, à la oui, fois c'est amoureux ça. et pas amoureux. C'est une expression pour Voilà. Donc, oui, pour le coup, jour et nuit qui révèle un peu plus ce qui se passe vraiment. Mais Asako 1 et 2, je trouve pas ça bête non plus comme titre. Voilà, je voulais juste simplement rajouter que, enfin, c'était pour un peu nuancer mon avis, qu'il y a aussi des scènes de dialogue qui m'ont aussi touchée. T'as pas évoqué, mais la scène sur enfin, sur un canapé, il y a 3 femmes qui discutent. Et là, je trouve qu'il y a un ton vraiment beaucoup plus intimiste et assez authentique où, du coup, ce personnage Asako se dévoile plus, je trouve, à ce moment-là, et fait un peu tomber le masque. Et là, on commence je trouve, à rentrer dans le dur, si on peut dire. Vraiment, on découvre aussi quelles sont ces thématiques et les sous-bassements du film. C'est à partir de là, et effectivement, c'est un petit peu tardif, mais ça vaut la peine quand même de le découvrir, avoir un petit peu de patience, mais le film se révèle d'une grande poésie, d'un grand lyrisme. Exactement. Merci pour cette proposition, Seb. Pas de souci. Et on va enchaîner tout de suite avec, à moins qu'une petite partie spoiler, vous Partie avez spoiler. envie... Oui, moi je pense. J'allais dire justement que moi c'est le passage auquel je pensais dont tu viens de parler et que c'était l'occasion d'en parler. Je trouvais que tu l'avais Alors- très bien introduit pour une partie spoiler Alors qu'on c'est n'a pas fait. parfait. Elle est toute trouvée la transition. Léo, lance le timecode. Mais c'est quoi la fin? C'est quand il meurt. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Si vous ne souhaitez pas vous faire divulgacher Asako 1 et 2, vous pouvez directement passer à 39 minutes et 28 secondes. Je vous souhaite une très bonne suite d'écoute bien sûr. D'ailleurs Léo va très bien, il est juste en vacances pour une durée indéterminée. Donc je vais démarrer cette partie spoiler. Quand je disais qu'il y avait des réflexions intéressantes que je trouvais dans le film, c'est notamment sur le moment où tu viens de dire, Marjorie, sur le canapé avec ces 3 femmes qui discutent. Pour vous dire à quel point j'ai pas très bien compris et où j'étais pas monstre investi non plus dans le film, c'est que les 5 personnages qui se retrouvent, j'ai mis un moment à me rappeler qui était qui en fait. Il y a Asako et Ryohei. Ryohei se casse pour aller acheter des clopes, je crois, avec un mec dont j'ai pas la moindre idée qui c'est, si ce n'est que il doit plus fumer. Apparemment, c'est devenu le plot mais de la scène. C'est son pote dans l'entreprise de saké qui est devenu Ouais, le c'est ça, mari mais de en fait, sa pote. il y a 3-4 personnages qui sont pas trop développés, qu'on revoit de manière random à 1 heure d'écart du film, et c'est compliqué de savoir qui est qui. Bon, comme dans beaucoup de films, au final, c'est juste que notre habitude d'avoir des personnages occidentaux nous permet moins bien de reconnaître des personnages type asiatiques. Bien Terrain joué, glissant. le projet Pack Music. Bien joué. Et Terrain ça glissant. s'appelle un sauvetage sur la ligne, mon con. Comment justifier du racisme avec une maladie? C'est pas raciste, c'est vrai. Non, la question qui se pose, que je trouve très intéressante, c'est du coup une de ses amies, parce que j'ai pas retenu leur nom, qui dit à Asako, est-ce que tu serais tombée amoureuse de ton mec, dont Ryohei, si il n'était pas la copie conforme de Baku, que je trouve être une question très intéressante dans le film, si ce n'est la seule. Quand même un petit taquet de Mathieu. Mais C'est-à-dire parce qu'il que te concède finalement- des choses, mais voilà. Non, mais parce que finalement, je concède rien à Seb, il a pas fait le film, tu vois, mais dans l'idée. Putain, mais qu'est-ce qu'il est aigri, ce Mais non, mais dans l'idée, c'est la seule question intéressante qui se pose. Parce que la relation avec Baku, comme disait Marjorie, et je suis d'accord, elle n'est pas construite. On le voit 20 minutes, il se casse, et il se casse même pas sur un vrai motif, il se casse et son pote dit « Ah, des fois, il part. Mais t'inquiète, il revient. Il revient après 5 ans, mec. » Donc, elle n'est pas construite, cette relation. Donc, Elle est pas construite, mais c'est le but. Non, mais donc moi j'en ai, défoncé, ouais, mais donc moi j'en ai ressort. rien à foutre qu'elle parte, parce que du coup c'est pas construit. Par contre, quand elle va se séparer de Ryohei à la fin, là je suis touché. Mais Parce que c'est là pendant où le une heure, je les changement de vois. focal touche, c'est parce que la relation de Baku, tu le vois du point de vue d'Asako, mais comme tu l'as dit, les prochaines minutes de Non, parce film. que du moment qu'ils sont ensemble avec Ryohei, la focale est sur les deux. Hein. Oui, mais les prochaines minutes de film, c'est pas sur Asako qui revoit Ryohei, c'est Ryohei qui voit Asako. Et c'est là où ça switch. C'est-à-dire que on connaît l'antécédent de Asako très vite. 18 minutes, un truc comme ça. Et après, ça switch de focalisation sur Ryohei. Et c'est là où ça prend son sens. C'est là où si c'était resté sur Asako, alors oui, là, on s'en fout. On a vu Baku pendant 18 minutes. Mais là, on voit un gars qui essaie d'approcher une fille qui agit de manière totalement random. Parce que lui, il sait pas ce qui se passe. Ouais, mais nous, on sait pourquoi. Donc Mais c'est nous, pareil, on on sait s'en fout.
Bah oui, Mais mais non. du coup, ouais, mais c'est pas parce que ta focalisation elle est sur lui que le spectateur a oublié ce qui s'est passé. Mais Moi, c'est je m'en pour ça- fous quand même parce C'est que je pour sais ça que ça te pourquoi. donne une explication de pourquoi elle agit comme ça. Ouais, mais justement, du coup, t'as pas de tension et moi, j'aurais préféré un truc où tu sais pas pourquoi elle veut pas de lui et t'aurais une explication à la fin. Parce que là, on sait pourquoi elle en veut pas. Ce qui est surprenant, c'est à la limite qu'elle sorte avec. Et du coup, la seule question intéressante dans le film, c'est est-ce qu'elle serait tombée amoureuse de lui s'il ne ressemblait pas à son mec précédent. Et ça, je trouve que c'est intéressant et c'est pas assez exploité. Mais aussi, le truc que tu dis, c'est que tu sais que c'est bizarre qu'elle sorte avec elle, mais ça reste une tension tout le long du film de savoir Baku ou Ryori, est-ce qu'elle aime vraiment Baku, est-ce qu'elle aime vraiment Ryori, etc. Et genre, créer une tension jusqu'à la scène du dîner où ça part Moi, la totalement seule steak. tension pour laquelle il pouvait y avoir en deuxième, mais qui est très vite évacuée, c'est est-ce qu'il a pris un coup à la tête puis il a genre perdu la mémoire, par exemple, tu vois. Et puis finalement, il y a qu'une personne et pas deux. Puis c'est la seule autre tension que Ah, j'avais. j'ai jamais pensé du tout, parce qu'on sait qu'ils coexistent les deux, vu qu'on voit l'affiche de Baku. Mais on la voit très tard, on la voit après 1 heure de film. Non, Si, 30 si. minutes, il regarde par le 30-40 minutes, pas beaucoup plus. Non, je non, pense. non, 1 heure. Je te jure, j'ai vérifié. Ok. Il faut 1 heure de film. Non, t'inquiète, j'ai eu le temps de voir l'heure. Hein. Ok. En tout cas, c'est assez beau les réflexions que ça donne. Ça permet, c'est la question que tu soulèves du coup, Mathieu, puisque la réponse de Ryohei à ça va être de dire, je paraphrase un peu, mais je suis chanceux de ressembler à celui que tu aimes, sinon je ne serais jamais sorti avec toi, tu ne m'aurais même pas regardé. Mais ça, c'est Et magnifique. je trouve c'est ça génial, super parce qu'en plus, il est au courant. super intéressant. Alors après, il va aussi switcher parce qu'il va comprendre que il est comme une contrefaçon de cette personne et donc il passe systématiquement au second plan. Donc c'est le switch est intéressant, mais le fait que ce soit sa première réflexion quand elle le lui confie, parce qu'en plus elle choisit de lui dire, c'est aussi ça que je trouve très intelligent, c'est que le film joue pas sur elle va lui essayer de lui cacher et puis en fait l'information lui échappe. Non, elle décide de le lui dire. Lui, c'est sa réponse. Donc moi j'aime beaucoup aussi l'écriture de certains moments que je trouve très beau et encore une fois malheureusement un peu tardif pour vraiment me choper, mais elles sont là ces belles scènes et elles valent la peine d'être regardées. Et elle lui dit en plus en faisant la vaisselle. Et il n'y a pas de moment plus random et plus nul que de faire la vaisselle avec ton conjoint ou ta conjointe pour annoncer un truc important. C'est C'est-à-dire, vrai. elle aurait pu lui demander si elle voulait l'épouser, ça aurait été Mais c'est ce tout qui se autant passe. violent, tu vois, et dans un moment ultra nul. Donc l'idée de la mise en scène est super, je trouve. Mais c'est ce qu'il fait en plus, il le demande de l'épouser en faisant la vaisselle un peu plus tard dans le Ouais, film. un peu plus tard, ouais. Ouais. Et le fait que lui dise, bah non, je suis au courant depuis 2 ans, et ça désamorce ce truc, moi je trouve ça vraiment génial. Ouais. Mais du coup, on va y venir, du coup, ça, je vais pouvoir arriver à ma note qui dit, ah donc elle se barre avec Baku, virgule, comme ça. Du coup, c'est là où ça devient problématique, ses réflexions. C'est qu'une fois qu'on a posé le fait qu'elle accepte que son mec soit une copie de son premier, mais qu'elle l'aime pour d'autres raisons, que lui est au courant et que c'est incroyable et que c'est une super réflexion, on abandonne ça avec le fait que lui vient la chercher en bagnole. C'est et pour elle se ça casse. qu'on maintient une tension, parce que sinon c'est trop facile, c'est vraiment la happy ending. Et c'est pour ça que moi je trouve que le film est ultra intelligent, avoir une fin sweet and sour. Genre, la fin, c'est ni happy ending ni mauvais, parce que vas-y, elle est rentrée. Il lui dit que je vais plus jamais le faire confiance, etc. C'est là où t'as toute la complexité du personnage de Asako, qui fait pas retourner sa veste, ah c'est bon, maintenant je vais me rierai. Non, parce que son souvenir le plus profond, c'est Baku. Et c'est, dès que Baku revient, elle pète tout. Et genre, elle agit de manière insupportable, on est d'accord. Mais moi, je pense qu'on lui donne plus de complexité, justement, avoir ce truc de, elle repart, elle revient, et pour arriver à cette fin, mais qui est magistrale. La fin sur le balcon, enfin, moi, le gars qui vient lui donner son chat, mais qui laisse sa porte ouverte, c'est elle qui doit faire le pas pour entrer dans la maison, c'est pas lui qui le rouvre. Elle fait le pas, elle parle, il lui dit, je te ferai plus jamais confiance. Mais moi, je trouve que c'est nickel. Tu peux pas faire une meilleure fin à ce genre de film, pour moi. Mais Ça c'est pas la fin. toute la complexité. Tu as cru, toi, au fait qu'elle revoit un mec après 5 ans, qu'elle a fréquenté pendant 1 mois, et elle se casse d'une relation de 7 ans. Ça fait partie des décisions irrationnelles dont je parlais tout à l'heure, C'est ça. malheureusement. Et même si je comprends la complexité du personnage, peut-être que justement ça m'est pas venu en tout cas avec cette histoire des réminiscences et tout ça. Enfin, j'ai pas lu ça sous cet angle-là. Mais oui, ça fait apparaître tout de suite le personnage comme invraisemblable, alors que certainement qu'elle a des bonnes raisons d'agir. Mais en fait, de l'extérieur, on se dit juste, mais elle est en train d'être, c'est une connasse en fait. Ouais, mais c'est une ça. connasse, Asako. Mais c'est une connasse 2 fois parce qu'une fois qu'elle a bien brisé sa vie, elle part en voiture avec Baku et après elle dit en fait non. Et du coup, elle recasse le mood dans l'autre sens. Oui, ça c'est un des moments que Et- genre j'ai un peu plus de grief contre le Et film. elle c'est vraiment s'arrête, ça. et c'est là où ça fout aussi une couche à Baku qui est un connard, c'est qu'elle lui dit bah arrête-moi là, et on est au milieu de rien, et il fait ok, et il se casse. Donc le présente vraiment comme un gars fantasque et tout. Là, il y avait vraiment pas de. Mais ça fait d'évolution partie du truc où caractère. c'est compliqué aussi de croire que 1 mois de relation, il y a 7 ans, la marque autant, c'est parce que le mec est pas très sympa en fait. Hein. C'est compliqué. Hein. Ou alors, mec, je pense que t'as vécu dans le monde réel pour savoir que les relations, c'est pas toujours avec des gens sympas et Ouais, que mais 7 ans tu après- choisis pas de. 7 ans après, tu vois ce que je veux dire. Non, mais bon. Après, on pourrait débattre longtemps sur oui C'est ou ça. non, genre 7 ans. Non, on va ça, pas le c'est faire, on quoi est que ce d'accord, soit. mais Mais pour moi, il y a une explication derrière.
Après, oui, je vous l'accorde, c'est des fois un peu irrationnel, mais je trouve que pour arriver à cette fin magistrale, ça valait la peine. Moi, je trouve que la fin tient bien la route et que le film retombe bien sur ses pattes, mais ça aurait presque gagné à ce que Baku n'apparaisse plus, en fait. Tu vois. Mais bon. Je propose qu'on ferme cette parenthèse spoiler et qu'on passe au prochain film sur des avis mitigés comme ça, là. Du coup, vous l'avez compris, c'est vraiment ma cam, Asako 1 et 2. Et maintenant, sans beaucoup plus de transition, parce que je suis pas habitué d'être dans ce rôle de leader, là. T'es pas très bon, si je peux me permettre. C'est mieux quand je le fais. Hein. J'ai pas une voix de radio, putain. Je rigole, t'es très bien. Merci. T'envoies du bois, mon pote. On va te faire exploser. C'est le genre de truc que je vais entendre au quotidien. Mathieu, tu nous as préparé un jeu? Oui, j'ai préparé un petit jeu. Je tiens à dire que la passation vers Mathieu est dégueulasse, hein. Mathieu, tu nous as préparé un jeu? Allez, vas-y, on va y. C'est juste que ça rimait, mais sinon c'était à chier. Hein. Bah écoute, on travaille avec des gens non professionnels et un peu jeunes. Moi, quand j'ai interviewé Thatcher à la radio, elle était pro. Hein, mais bon, après, chacun son truc, quoi. Donc, il a interviewé du jardin, il se sent plus maintenant. Non, c'était moi. Ah oui, c'est vrai. Faudra qu'on en parle de ça d'ailleurs. Belle intervention de Marjorie. Donc, le jeu que je vous ai préparé est un jeu qui est complètement plagié ailleurs. Donc, on va pas faire semblant. C'est complètement un jeu qui apparaît dans Cougar Town, dont Seb a parlé au début de l'épisode. Donc, on va expliquer un petit peu rapidement. Si vous connaissez pas la série Cougar Town, c'est un spin-off de La Nuit au musée qui met en scène la statue de cire de Courtney Cox dans une banlieue américaine qui essaie de survivre. Donc, plus sérieusement, c'est une sitcom classique qui suit une divorcée d'une quarantaine d'années qui découvre ce que c'est qu'être une cougar dans une ville pavillonnaire de Floride. C'est pas important en soi. On va surtout garder l'idée du jeu, c'est-à-dire que c'est des gens principalement qui picolent, qui ont 3 grandes maisons et qui s'ennuient, donc des fois il faut trouver un petit peu de moyen de... C'est un peu nous finalement. C'est un peu nous, mais sans la baraque. Sans la maison. Sans la baraque. Sans l'argent. Ouais. Sans la cougar. Sans la Floride. C'est pas du tout nous, Marjorie. C'était la blague, Mathieu. C'est complètement pas nous, Marjorie. C'était la blague. Tu m'as pris en revers, Marjorie, ça fait 2 fois. Oh, le premier dog. Bon. Donc, Enchaîne. le principe du jeu est très simple. Je vais vous donner un scénario inventé qui va mélanger l'histoire de 2 films existants et dont les titres sont proches. C'est-à-dire qu'il y a un mot ou une fin de mot ou un début de mot qui va pouvoir se recouper avec le titre suivant. Vous devez retrouver ces 2 titres croisés. Donc, je vous donne un exemple. Si je vous dis c'est l'histoire d'une femme soumise à la loi islamique de l'Afghanistan qui vit des aventures incroyables avec son petit chien, vous me dites... Oh la vache. Je vais être extrêmement mauvaise. Les hirondelles de Kaboul et Bill. Exactement, Oh là là, les hirondelles de Kaboul et Bill. Voilà, tout le monde a bien le concept? Oui. C'est parti. C'est parti. Alors, c'est l'histoire d'un enfant de 10 ans qui, alors que le monde est dans une apocalypse nucléaire, est aidé par des créatures qui vont faire de lui le roi de course de voiture et du fusil à canon scié sur les routes d'Australie. Sur les routes de... Quoi? Attends, je l'ai presque. Attends, tu peux Ce que vous redire. pouvez faire, c'est ressortir les films qui marchent. Je vous dis si ils sont bons, puis après vous dites trop de jeux de mots. Hein, mais Mad Max? il y a Mad Max, ouais. Et puis tu peux repartir... C'est l'histoire d'un enfant de 10 ans. Il y a le monde apocalypse de Mad Max, il y a les courses de voitures de Mad Max. C'est un enfant de 10 ans qui est aidé par des créatures et ils vont faire de lui leur roi. Je sais que t'as vu le film, Sam, en plus. Les Maxi Monstres. Ouais. Mad Maxi Monstre. Et Mad Max et les Maxi Monstres. Merci, putain, Léo. c'est Léo qui est venu de... Oh, ouais. Mais joue avec nous, active ton micro, joue avec Mon nous. micro, il a activé tout le Ah, monde. parfait, bien sûr, parfait. bien sûr. On est prêt pour le deuxième? Oui. Pas du allons-y. tout. C'est un détective pour animaux cubain qui tombe sur une cargaison de cocaïne et qui décide de lancer son business de drogue afin de sauver la faune et la flore. Putain, comment il s'appelle? Docteur Dolittle. Scarface. Docteur... Attends. Mais on est nuls, quoi. Attends, Ouais, vous êtes pas très bon. Il y a hein. Docteur Dolittle et Scarface. Non, il y a Scarface, il n'y a pas Il n'y a pas Dr. Dolittle, c'est Ace Ventura. Scarface Ventura. Mais Scarface Scarface Ventura. c'est un gars chaud, c'est Ouais, incroyable, ça. Ouais. Je vous annonce que je quitte ce podcast. Je En prends tout ta cas, place, momentanément. Il y a juste Léo en train de nous grailler. Marjorie, ça va. Peut-être c'est plus ta cam, je sais pas. C'est un petit garçon et son chien qui jouent à un jeu de rôle géant pour échapper au camp de la mort. Mais je crois vraiment que tes scénarios... Ah oui, attends. Un petit... C'est Boule et Bill encore, Est-ce qu'il y a le- Non, c'est pas Boule et Bill. Non. Il y a un truc garçon pyjama rayé, un truc comme ça? Non. Un petit garçon et son chien. Ouais. Qui font un jeu de rôle géant en italien pour échapper au camp de la mort. Je vous rajoute en italien, ça va peut-être vous aider. C'est terrible, c'est le jeu le moins fun. Ah, mais parce que vous êtes pas bon, mon dieu, c'est dingue. Ah, vous êtes. Ah, je suis déçu de Seb surtout. Mais qui- frère, c'est quoi? C'est La vie est belle et Sébastien. Oh, Mais joli. c'est super, c'est juste le résumé qui me dur, plaît. mec, tes résumés. Mais vous avez déjà essayé de créer un résumé à base de 2 films qui n'ont rien à voir? Vas-y, encore. Ok, balance, Ok, balance. c'est Brad Pitt en pleine invasion de zombies qui essaie de rejoindre le sud de la Corée depuis Tokyo.
C'est pire jeu parce qu'on doit Bon, réfléchir, alors, donc on Brad Pitt parle pas. En Invasion Zombie, c'est World War Z. Non. J'ai pas dit que Brad Pitt était forcément dans le film de zombie au départ. Hein. C'est I Am Legend. Non. Hein, même pas. Non. Putain. Non, il y a parce que Brad Bullet Pitt quand Train. même. Ah, il y a Bullet Train, ouais. Et l'autre, c'est un film coréen. Ah, Bullet Snowpiercer. Non. Non. Snowpiercer Train. Putain, C'est bien Snowpiercer Train, c'est juste que ça marche pas, mais c'est pas mal. Dernier Bullet Train pour Buzon. Oh putain, Putain, et vous êtes. Mais non, mais c'est un train déjà, pas un train. Ok, bon, je vous fais le dernier. J'en ai coupé plein parce que je vois que c'est difficile visiblement. Je vous fais le dernier. C'est James Bond, période Daniel Craig. Attention, c'est à la fois sa première et sa dernière mission dans laquelle il croise Eva Green et Léa Seydoux. Et il y a un jeu de mots juste sur un morphème. Attention. Attends, bon alors. Alors, attends. No time to. No Time to Spectre. No time to Quantum Ouais, of alors Solace. premier et dernier. No Time to Quantum of Solace, non. Toujours pas le premier. Il y en a 5. Il y a C'est quoi Casino Royale le Casino premier. Royale. Ouais, c'est ça. Alors Ouais. du coup, No Time to Casino Royale, ça Ouais, n'a je pense, ouais. pas de sens. No time to Casino of Royale. Solace. Non, mais essayez dans l'autre sens. Continuum of Casino Royale. To die. Casino Time to Die, c'est si compliqué que ça. Oh là là, mais il est complet. Putain. Casino time to die. Putain. Ça a été. J'ai l'impression que je vous ai fait un brain freeze à tous, alors que Seb, ça fait 6 mois que tu. Moi, j'aurais voulu rester aux hirondelles de Kaboul et Bill, là. Je sais pas pourquoi on est parti là-dessus. J'ai un homme qui engage 2 tueurs pour kidnapper sa femme et toucher la rançon, mais en même temps, il y a un lézard géant qui attaque la ville. T'es Godzilla, ouais. Godzilla. Ah, attends, je l'ai, putain. C'est le film des frères Cohen. C'est Ah, une percée de Seb. Fargodzilla, On est à 1-0 pour Seb et on est à 3-0 pour Léo, quoi. On est à moins 12 pour Marjorie. c'est Allez, c'est Tous décevant. saturés là, en me gueulant dans les oreilles. C'était un plaisir ce jeu. Merci Mathieu. je Allez, propose bah, qu'on finisse sur cette victoire de Seb. la prochaine fois, on fera un Uno, hein, visiblement. La prochaine fois, on fera un truc audio, On fait un Games. audio friendly, On fait parce un que Games. là, Je tiens à dire la difficulté de ce jeu, putain. Alors, ça, c'est parce que vous n'avez pas essayé d'en chercher pour l'émission. Je vous assure que c'est galère de trouver 2 titres qui ressemblent un peu, où il faut trouver un résumé. Hein. en parlant de trucs galères, je crois qu'il est temps de passer à un film qui en a eu des galères, hein, et qui, je crois, va se faire bien allumer. Mais on verra. On verra ce que vous allez dire du film que je propose, à savoir Avalon. Nawet ty musiałaś chyba o tym słyszeć. Postaci ukrytej w klasie A. Nazywają ją Ghost. Lepiej z tym facetem nie mieć nic do czynienia. Murphy jest w SA. I to jest ten prawdziwy powód? Świat jest tak, jaki nam się wydaje, że jest. Nie daj się wieść pozor. To jest twoja klasa. Ash est une accro du jeu vidéo de guerre illégal nommé Avalon. Depuis que sa bande s'est dissoute, elle se retrouve à jouer seule. Un jour, elle apprend que son ancien amant, Murphy, est devenu un zombie, un non-revenu. Son sort intrigue Ash. Celle-ci décide de refaire le chemin qu'il a pris en jouant dans une zone interdite baptisée classe A. Pour y parvenir, elle doit suivre l'ombre, une mystérieuse petite fille aux yeux tristes. Avalon donc est une production, tenez-vous bien, japonaise et polonaise. Ou ni polonaise. Ni Moi, j'avais polonaise. japonais, mais le les jeu deux est marchaient. fini, Seb. Mais ça va être un film donc, que l'on m'a proposé parce qu'on m'a dit qu'il était visionnaire sur plein de points, notamment au niveau du jeu vidéo qu'il met en scène. Puisque oui, ce film va osciller entre réel, virtuel, réalité virtuelle. Et oui, ça donne envie. On dirait une tagline d'un jeu de 2000. Alors moi, je suis une teub en jeu vidéo, mais apparemment, donc, c'est cette réalité virtuelle là qu'on voit dans le film, donc, qui met en scène des missions guerrières de plus en plus difficiles où les joueurs doivent accumuler des points pour booster leur C'est un avatar. Meporg, non T'as dit quoi? C'est un Meporg, non? Oui, exactement. Un MMOP, je sais pas. MMORPG. Voilà. Dans un domaine que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas du tout. Mais Et apparemment. vous aussi, bienvenue en 2006. Est-ce que Sarkozy sera président de la France? Et apparemment, c'est quelque chose de visionnaire de concevoir ce type de jeu-là en 2001. Alors, j'ai pas creusé la question, mais probablement qu'il n'y avait pas beaucoup de MPORG avant 2001. Moi, j'ai pas trop cherché, mais à mon avis, si, hein, il y en avait déjà plein. C'est Bon, pas là-dessus qu'il est très visionnaire, bien. moi, je pense.
J'ai définitivement 45 ans. Alors, Mamoru Oshii, le réalisateur de ce film, est un réalisateur japonais très polyvalent. Il a réalisé des films et des films d'animation. Il est aussi producteur, scénariste de manga, scénariste de jeux vidéo. Il a également participé à du théâtre radiophonique ou Drama CD. Je vous annonce que ce sera l'avenir peut-être du podcast Random Movies. On va partir en pièce de théâtre audio. Tu imagines? Ça sera Moi, je veux Seb en Alexandrin. Diantre. Il est aussi auteur de romans. Bref, il fait plein de trucs. Et la question, fait-il des trucs bien? Je plaisante, certainement qu'il fait plein de choses très bien, mais j'ai vu rien d'autre de Mamoru Oshii à part Avalon. Il paraît qu'il fait une ratatouille de bâtard, mais sinon... Donc, il commence sa carrière essentiellement avec des films d'animation dans les années 80 et il va notamment avoir l'occasion de collaborer avec le célèbre animateur Miyazaki pour les studios Ghibli. On rêverait d'une collaboration absolument passionnante les deux, mais il se trouve que pas tant que ça. Les deux sont assez sceptiques l'un envers l'autre et sont très différents artistiquement. En 1995, c'est lui, donc Mamoru Oshii, qui va adapter au cinéma Ghost in the Shell, la BD de Masamune Shirow, décidément les noms... T'as dit BD, t'as vraiment 45 ans. Hein. La bande dessinée, l'animé, pardon. Le manga, on est au Japon. Le manga. Oui, j'ai vraiment décidément... car je suis en train de concurrencer Mathieu sur l'âge. Voilà, donc un manga cyberpunk. J'utilise des mots que je ne connais pas. C'est trop beau ce qui se passe. Je vous ai tous perdus là sur le coup. Tu ferais gaffe, t'as ton déambulateur qui tombe là à côté. Et notamment dans Avalon, il y a un petit clin d'œil à Ghost in the Shell puisque c'est le même chien apparemment que le personnage principal a, que ce soit dans Avalon ou dans Ghost in the Shell. C'est un film qui va vraiment être marquant dans la carrière de Oshii et plus généralement dans le monde de l'animation. Et ce qui va conférer à Mamoru Oshii une certaine notoriété à tel point qu'il devient une référence pour de nombreux réalisateurs américains. Les sœurs Wachowski par exemple qui ont réalisé Matrix qu'on ne présente plus qualifient le film d'un Ghost in the Shell en live. Plutôt belle ref. Et même James Cameron, le réalisateur d'Avatar, si jamais vous ne le remettez pas juste par le nom, admire vraiment le travail visionnaire de Oshii et s'est exprimé au sujet d'Avalon en disant que c'est un chef-d'œuvre incompris. Alors, incompris, oui, chef-d'œuvre, on va le discuter. Au niveau de son style, Mamoru Oshii, donc c'est un amateur de scènes très lentes qui s'étirent dans le temps. Ça aussi, on va le voir avec Avalon. Et il exploite notamment une technique particulière d'animation qui est le super live motion. Là aussi, je vais citer Wikipédia pour vous dire que le super live motion, c'est la numérisation et retouche de photographie au travers d'une vingtaine d'étapes qui vont permettre d'obtenir des personnages et un environnement d'apparence cinématographique, mais en réalité en 3D plate. Je ne sais pas ce que veut dire 3D plate. J'ai pas réussi à mettre tous les trucs en ordre dans ma tête. Non, attends, c'est ça qui permet de faire des films de vacances un peu cheesy, là, que t'envoies tes photos et... Moi c'est vraiment l'énigme 3D plate que j'aimerais résoudre. Mais bon, ça fait rien. Donc, en tout cas, un constat, Mamoru Oshii, c'est un grand geek. C'est un créateur multimédia assez éparpillé, mais surtout très passionné. Un créateur prolifique aussi qui a fait beaucoup de choses diverses et variées dans sa carrière. Et ça fait des fois plaisir. Nous, des fois qu'on a tendance à mettre pas mal les créateurs dans des cases. Lui, en tout cas, c'est pas son cas. Et donc, je suis assez impatiente de connaître vos avis sur Avalon. Et je commence par Seb. Qu'as-tu pensé d'Avalon ? J'ai pas aimé. Surprise. Non, à part ça, j'ai l'impression que le film, il me vomit des références SF et survival dessus. Vraiment, j'ai l'impression que le film, c'est une synthèse prix garantie de Tron, Matrix, un petit peu de Resident Evil, un petit peu de Alien dès qu'on la voit en blanc là, en lingerie blanche, ça rappelle un peu Ripley à la fin de Alien 1. Et donc, moi, je suis assez hermétique à ce genre de référence parce que c'est pas vraiment mon genre de prédilection, la SF. Donc, il y a juste un film qui me vomit dessus et je fais rien. Du coup, voilà, c'est jamais très agréable. Souvent, tu fais des trucs quand on le vomit dessus. Elle est pas ouf celle-là, faudra peut-être penser à la compagnie. Donc, je vais pas beaucoup parler du scénario et pour une raison extrêmement simple, c'est que j'ai rien bité. Et alors là, je jure, parce que je le dis souvent, mais c'est vraiment pas de la mauvaise foi. Pour un film où il se passe 90% de rien, c'est quand même fou que je comprenne absolument rien à ce qui se passe. À chaque fois qu'il parle, c'est pour ramener un personnage, ramener une histoire, ramener des guildes, je comprends rien. J'arrive à la fin, j'ai recompris des trucs. Dès que t'as fait ton résumé au début, c'est pour te dire, j'arrive à la fin à cette classe spéciale, je sais pas de quoi on parle. Je sais même pas si on peut spoiler parce que je vais pas pouvoir vraiment parler du scénario. Donc voilà, on en est là au niveau du scénario. Je vais directement parler de l'obvious. Il y a un filtre jaune-brun
dégueulasse sur l'image qui va te tenir tout le film, qui va te faire saigner les yeux. Au niveau des effets spéciaux, c'est un peu méchant de taper dessus parce que ça a mal vieilli, c'est début des années 2000, mais à ce niveau-là, la mort des gens, on dirait des animations de PowerPoint. Les 3 premières minutes, c'est un cauchemar. Il y a des freeze frames, des ralentis à gogo, des incrustations 3D. J'avais pas envie de rester. Après 20 minutes de film, je vous mens pas, j'en pouvais plus. J'étais au bout du rouleau. C'est un film qui est lent et je vais expliquer pourquoi il est lent, pas dans le bon sens. Parce que je pense que le film, il essaie de dégager... Contrairement à Asako 1 et 2 qui est lent dans le bon sens. Contrairement à Asako 1 et 2 Bien et sûr. pour des raisons qui se ressemblent un peu. Parce que je pense La que le film, il subjectivité. essaie... On me laisse parler? C'est comment ça se passe ici? On me laisse parler? On se tait. Merci. Je pense que le film, il essaie de dégager un certain spleen de son personnage principal. Et je pense ça parce que la construction de certains plans font penser à des choses que j'ai déjà vues dans des animés comme Cowboy Bebop ou encore Evangelion. Le mais là spin où- screen. Ah? Le spin screen. C'est ça qui te fait penser. Ouais, mais t'as pris ma place dans les vidéos. C'est Mathieu qui bite cette fois, c'est pas moi. Du coup, donc Cowboy Bebop, Evangelion. Par contre, là où ces animés avaient justement un espèce de lyrisme, justement quelque chose de calme, qui dégageait bien cette idée du spleen, dès qu'on voit ces personnages fumer des cigarettes tout seuls, etc. Avalon, qui se place dans un univers ultra froid, ultra type Matrix, mais justement qui essaie de faire un espèce de quelque chose de trop froidement réel, justement, il s'empêche ce lyrisme. Et du coup, ce qu'on voit, c'est juste une protagoniste qui se fait chier, et le pire, c'est qu'on se fait plus chier qu'elle à la regarder se faire chier, et je trouve ça assez fou. Donc, autre point que gros grief contre le film, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de random dans les dialogues qui empêche la pleine... Random. C'est la 15e fois qu'on le dit dans ce podcast. Je sais pas ce qui nous a pris. On fait que dire random. C'est random. Continue. Non, mais il y a quelque chose de random dans le scénario. Des fois, je sais juste pas de quoi il parle. Je pense que dès que le Bishop il arrive, vraiment pour moi, il s'échange des mots. C'est même plus des lignes de. C'est vraiment, il s'échange des mots. Je sais pas de quoi il parle. Mais aussi dans les plans. Et je me réfère à une scène dans un diner où on voit un gars manger un œuf et on filme sa bouche de ultra près. Qu'il y a 15 coupes, le plan dure 45 secondes, et ça met tellement une rupture énorme dans le film qu'on est obligé de se demander qu'est-ce que veut me dire ce plan. Et je pense vraiment que ce plan veut rien dire, c'était juste le gars qui s'est dit on va le filmer très près de sa bouche, dégueulasse, avec des œufs en train de se lécher les doigts. Et du coup, on est en droit de se poser la question à quoi ça sert, et la réponse, ça sert à rien. Du coup, dernier détail, les acteurs sont totalement à la rue, c'est très très chaud. Du coup, j'ai pas beaucoup aimé Avalon. Au moins, ça avait le mérite d'être clair. Mais Merci. Oui. Et Mathieu, je crois que tu vas pas tellement être plus élogieux. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand j'ai cherché le film, je me suis trompé, puis j'ai mis un S à la fin, et du coup, je tombais sur un porno qui s'appelait Avalon, et c'était pas vraiment le même film. Et du coup, voilà. Donc, quand je suis tombé sur la bonne version, 1h30 plus tard, il a pris plus de plaisir de voir Avalon qu'Avalon. Donc, ma théorie, c'est que Cameron, comme tu l'as dit, qui trouve le film assez incroyable, il a fait Avatar 2 pour montrer à Mamoru Oshii qu'on pouvait faire un film autant sans scénario, mais un peu plus beau. Bon, non, plus sérieusement, j'ai vu que c'était en tout cas inspiré de Stalker de Tarkovsky, que j'ai pas vu, mais c'est quand même considéré comme un des monuments du cinéma. Donc déjà, comme rêve, c'est tendu. Hein. Quand un de tes premiers films live, quand tu viens du dessin animé, que t'es japonais et que tu vas tourner en Pologne, c'est compliqué d'avoir Tarkovsky comme ref. Enfin, je veux dire, c'est comme si moi, j'allais tourner Manon au Canada, j'avais mis les pieds, je fais, je vais faire un Scorsese. Donc, c'est tendu, quoi, vraiment. Surtout pour un truc aussi compliqué, on va dire, dans l'approche, compliqué dans ce qu'il en fait, compliqué dans ce qu'il essaie de vendre. Ça pouvait que se casser la gueule, honnêtement. Franchement, enfin, c'était... Ouais, bref. Sinon, Avalon, c'est aussi l'île aux arbres fruitiers, où on va chercher Arthur avec son Excalibur. Du coup, il a rajouté encore une couche de références par-dessus, qui ne sert à rien d'ailleurs, hein, mais bon. Avalon, c'est l'île où la fée Morgane est censée emmener le roi Arthur à sa mort. Ouais, c'est aussi là où il trouve l'Excalibur et c'est là où il va mourir. C'est là où elle est forgée, Excalibur. Pas où il la trouve. Je sais plus, mais ouais, c'est là où elle est forgée. En tout cas, il y a un lien avec ça. On peut faire un duel d'épée pour décider qui a raison. C'est moi qui ai la plus grosse. D'épée? Excalibur. Je peux pas faire de blague, mais du coup, ça va être mal pris. Dans les trucs fun aussi, fun comme l'Xbox soviétique, on est bien d'accord. Hein. Mais j'ai lu qu'ils avaient eu
J'ai lu qu'ils avaient eu les hélicos et les véhicules militaires qui étaient prêtés par l'armée polonaise gratuitement, et je trouve ça marrant parce qu'il se passe tellement rien cinématographiquement et militairement en Pologne depuis la Deuxième Guerre que tu peux aller taper un Panzer à la caserne du coin. Attends, les avions, c'est pas des incrustations 3D? Les hélicos, non, c'est des vrais. Mais pourquoi c'est dégueulasse comme ça? Parce que c'est dégueulasse en 2001 comme film. Ce qu'il faut se dire, c'est que 2001, c'est 1 ou 2 ans après le niveau le plus élevé qu'on ait eu en effet pratique, donc en latex, en truc comme ça. Et c'est 2 ans après que les premiers mecs se soient dit, il y a des ordinateurs assez puissants pour faire de l'image de synthèse. Donc on est au balbutiement d'un truc qui va être bien. Mais il fallait ça pour Avatar, en gros. Mais là, ouais, c'est compliqué. On est sur du dégueulasse, hein. Vraiment, visuellement, ça fait pas du bien. Et on aurait peut-être dû garder un peu d'effets pratiques. Peut-être pas pour les mecs quand ils meurent, parce que c'est compliqué à refaire en pratique, mais il y a des effets qui sont un peu, voilà. Sinon, j'ai noté que les cartons d'introduction étaient beaucoup trop longs. Il y a à peu près 25 secondes par carton. J'ai noté que tout le début sans parole, c'était couillu. Et j'ai noté que, putain, c'est en polonais. Parce que j'ai vraiment cru que j'avais une mauvaise version au début. Je me suis dit, mais je comprends pas ce qu'ils disent. Et c'est en polonais. Je me suis dit, le mec, il fait un film d'action. Il est japonais, il va pas tourner en Pologne. Si, il tourne en polonais, ce bâtard. Du coup, quand j'ai dû revoir un peu le film, parce que j'étais à moitié en train de jouer, c'était compliqué de suivre l'histoire. Sinon, je trouve que la qualité d'image, elle est dégueulasse, mais elle est dégueulasse parce qu'ils ont voulu faire ce traitement sépia sur l'image. En fait, c'est ça qui est compliqué. Parce que c'est pas foncièrement moche, hein, pour 2001. Faut se remettre un peu dans le contexte. C'est pas le film le plus moche de 2001 que j'aurais vu. C'est pas mal fait. Je pense même qu'il y a vraiment du budget, hein, clairement. Et je pense que le mec, il est pas mauvais avec une caméra. Mais l'espèce de filtre jaune qu'ils ont foutu dessus, même si t'avais un bel effet, ce serait dégueulasse. Ça fait saigner les yeux. Hein, mais ouais, c'est affreux. C'est affreux. Et la nana joue pas très bien, c'est compliqué aussi. Et ouais, t'as des moments où ça part en chant lyrique pendant 10 minutes, tu sais pas ce qui se passe. Il y a des flashbacks où tu revois des trucs que tu viens de voir. Du coup, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai dû voir un résumé sur Internet pour comprendre ce que je regardais. C'est compliqué, hein, quand même, Avalon. Mais en fait, s'ils tentent des trucs, parce qu'ils tentent le e-sport en 2001, par exemple, tu vois, ce qui est une bonne idée, comme tu disais. Mais ça se casse la gueule. C'est pas très bien, Avalon. Ouais, dis-le une fois encore, je crois. C'est pas très bien, Avalon. Ok, bon bah comme ça c'est clair avec cette deuxième répétition. C'est vrai qu'il y a pas mal d'ambitions qui ne sont pas forcément à la hauteur du budget ou du réalisateur. Mais je vois les balbutiements dont tu parles et donc les promesses de quelque chose qui va être grand dans plusieurs années. Mais c'est clair que là on est au début de quelque chose et donc Avalon en lui-même, si on le prend vraiment comme film, il y a pas mal de choses qui fonctionnent pas. Hein, visuellement, on s'est déjà assez étalé là-dessus. C'est du pâté en croûte. Hein. C'est-à-dire que, véritablement, j'ai noté ça parce que c'est vraiment ça m'a évoqué. Non, mais c'est vrai, moi, ça me parle comme image. ça te parle comme métaphore? Ça me parle. Non, mais c'est-à-dire que peut-être qu'il est visionnaire, mais il n'a pas anticipé l'obsolescence du filtre sépia parce que déjà en 2001, c'est interdit. Après, ça crée un univers décadent, poisseux. C'est un peu ce que j'ai lu sur les critiques qui étaient plutôt positifs sur le film. Ce qu'il y avait dans Matrix 2 ans plus tôt. Bon, voilà, on essaie de trouver de la justification narrative où on peut. Il y a d'autres trucs qui fonctionnent pas trop et je trouve un paradoxe à ce film qui est assez incroyable, c'est qu'on parle beaucoup de cette technologie et pourtant on ne comprend rien. C'est vraiment, il y a beaucoup de répliques qui sont, je trouve, des dialogues qui sont qui portent sur le monde d'Avalon et sur le fonctionnement et pour autant, les scènes s'enchaînent, je ne comprends rien ce qui se passe. Je croyais que c'était ma version, moi, qui était flinguée. Je sais toujours pas ce que j'ai vu. Vraiment, je vous le dis, je suis arrivé du début à la fin du film, je sais pas ce que j'ai vu. Je sais pas, ouais. Mais ça, c'est comme Asako, en fait. Comme ça, en polonais, qu'on parle pas polonais, moi, j'ai eu un doute sur les sous-titres étaient vraiment bien juste par rapport Non, Asako, c'est compréhensible. Ça, c'est vraiment pas de la faute des sous-titres, je pense. Ouais, je sais pas. Il y a toute une portion de film qui est dédiée à expliciter les règles d'Avalon avec différents personnages qui apparaissent, qui disparaissent. Et au final, ça donne une forme de redondance entière au film. Et pour autant, on n'a pas plus compris à la fin. C'est quand même assez paradoxal. Et le rythme aussi est très particulier. Alors, je l'ai dit, Mamoru Oshii aime bien travailler ces rythmes lents. Là, c'est trop lent. Et à un moment donné, en fait, on se perd complètement dans ce monde. Je trouve ça intéressant de le travailler pour un film d'action, un film de SF, de travailler la lenteur. Mais c'est quand même un petit peu antithétique à un moment donné. On a besoin un peu que ça bouge. Aussi, j'ai rarement vu un film d'action aussi silencieux. C'est-à-dire que il y a très peu d'habillage sonore, très peu de musique. Pour donner un petit peu de la matière à l'ambiance, il y a pas, à un moment donné, c'est très plat ce qui se passe. Donc voilà, ça manque un peu de relief à plusieurs moments. Après, je trouve que la musique est très belle. Par contre, moi j'ai beaucoup aimé la musique qui mélange très très bien, je trouve, la symphonie et le côté électronique. Et j'aime aussi beaucoup le fait que cette musique démarre en extra-diégétique. Ça veut dire qu'on ne sait pas donc d'où vient la musique. Enfin, comment on pourrait dire extra-diégétique? C'est la musique qui se pose, qui n'est pas dans l'univers que tu es en train de regarder. Qui n'est pas dans l'univers, comme en post-production qui se rajoute. Et puis en fait, on croit que c'est une musique comme ça.
ça, et finalement, on découvre un petit peu l'origine de cette musique qui est en fait à l'intérieur du monde Avalon. On le découvre à la fin, c'est pas du tout un spoil, mais juste, j'aimais bien justement qu'on découvre un petit peu d'où venait cette voix, un petit peu ce soprano qui chante Avalon. Je cherche des points positifs, les amis, me regardez pas comme ça. Moi, je cherche à quel moment t'as vu ça, j'ai pas compris du tout qu'il y avait un truc avec la musique. Moi, je crois que... Ah ouais, je crois que Marjorie, souvent, elle s'intéresse pas mal à la musique, parce que franchement, tu fais souvent des remarques sur la musique et moi, je m'en branle. Ah ouais, c'est vrai. C'est ce qui m'a marqué pourtant dans le film. J'ai beaucoup aimé cette partie. Bon, c'est pas important que je m'étale plus dessus, mais effectivement, le tout est pas du tout digeste et on comprend pas très bien en fait où tout ça nous mène. Même si je reconnais quelques petites percées intéressantes, notamment certaines valeurs de plan, je trouve qui sont quand même assez grandiose. Il y a certains plans dans des hangars. Enfin, j'ai l'impression que il peut vraiment faire des belles choses. Et je pense que voilà, il s'est un petit peu brûlé les ailes. Mais c'est plus le filtre aussi qui nous rajoute un filtre, enfin, qui entache toutes les images qu'il crée. C'est un peu dommage. Enfin, ça crée forcément quelque chose qui est pas agréable à regarder, alors que derrière, il y a certainement beaucoup de talent. Ouais. Ah, je t'ai pas convaincu. Non, à part ça, il y a juste un truc, quelque chose que t'as dit où c'est pas pour revenir dessus, mais tu dis que c'est antithétique d'avoir des films d'action qui sont à la fois si lents et à la fois où se passe quelque chose. Après, il faut se dire que ça sort d'une décennie d'animés très spécial avec des animés comme Cowboy Bebop. J'ai oublié le gars qui est habillé en rouge, mais je vais parler de Cowboy Bebop du coup, où c'est justement des choses qui sont extrêmement lentes avec de l'action, mais où ils arrivent à se dégager une certaine poésie. Et du coup, c'est juste que ce film est chiant, quoi. Ok, oui, c'est vrai. Ça, on voit aussi que c'est pas ma cam. Mais moi, j'ai proposé ce film-là parce qu'on m'en a parlé. C'est vrai que je suis pas du tout. Vous avez vu à mon introduction, il y a un mot sur 4 que je comprends pas. Donc, mais du coup, j'ai voulu quand même m'y intéresser un petit peu, et en creusant un peu et en me renseignant sur le film, en fait, je me rends compte que je suis passée à côté du message. Et c'est un peu dommage. Je l'ai pas du tout ressenti sur le moment, au moment du visionnage. Mais il aborde plein de thématiques, et c'est ça aussi qui le rend visionnaire. Des thématiques autour de cette oscillation réelle-virtuelle, ou à quel moment la réalité, en fait, la véritable réalité, elle est moins brillante, moins attrayante que celle qu'on nous propose de vivre, et que finalement, le discours du film nous dit, c'est ce que j'ai lu, hein, donc je sens que vous m'attendez au tournant, mais de ce que je comprends, le discours du film va dans le sens de notre réalité, en fait, n'est pas du tout attirante, et il faut pas s'étonner que les gens ont envie d'aller se réfugier dans des jeux. Il ne prend pas un parti aussi manichéen de dire la réalité c'est super bien, et en fait la réalité virtuelle c'est de la merde. Et c'est Matrix. Et ben voilà, on arrive comme peut-être un au point. anti-Matrix par beaucoup de médias d'ailleurs. Un anti-Matrix ? Ouais, c'est-à-dire un Matrix qui aurait pas marché, mais Ouais, d'où le message parce que elle-même. Je suis d'accord avec ton truc, mais c'est pas précurseur dans le point de vue où ça s'est fait il y a 2 ans avant avec Matrix, quoi. Mais en fait, c'est parce que il traite tout ça sous l'angle du jeu vidéo apparemment et de la réalité virtuelle, Okay, qui serait quelque chose qui n'a pas trop été fait avant. Après, ça veut dire que c'est le premier forcément, mais ça n'a pas trop été fait avant. La différence, c'est que Matrix, on te dit en gros dans la métaphore finale que le monde réel est une illusion et qu'il faut t'enfuir via le jeu vidéo, et là on te dit que le monde réel est bien réel, juste qu'il est pourri. C'est en ça que c'est un anti-Matrix, c'est un peu moins bien passé. Le monde réel, c'est comme, ouais, bon, on va pas spoiler. Voilà, mais Enfin, est-ce que vous voulez une petite partie spoiler pour parler de certains moments que vous avez envie encore de critiquer ardemment? On peut, ouais. Moi, je reviens juste sur un tout petit point avant la partie spoiler. J'ai regardé un tout petit peu ce qu'a fait Mamoru Oshii après ce film-là. Alors que ça ait marché ou pas, le mec s'entête, parce qu'il a fait la suite, qui s'appelle Asso Girl en 2009, et il a fait The Last Druid Garm Wars, je sais même pas comment on dit. Et les images sont dégueulasses aussi, mais il y a le même filtre dégueu. Donc le mec tient à ça. C'est de 2014, donc là les effets numériques devraient être bien faits, et non, c'est moche. Donc juste il s'entête. Pas possible. Je pense que c'est un bon gars dans le fond, mais dans la pratique, là, ça marche plus. Je peux plus le défendre là, au bout de 3 films moches. Pourtant, moi, j'ai vraiment lu que c'était la patte Mamoru Oshii, c'est le style Mamoru Oshii. C'est de la merde. Ouais, c'est ça. Moi aussi, quand je tombe sur un billet de peinture, c'est la patte, tu vois. Mais bon, est-ce qu'on ouvre une petite partie spoiler alors? Let's go. Alors, Léo, lance le timecode. Oh non, un spoiler. Mais c'est quoi la fin? c'est quand il meurt. Si vous souhaitez vous protéger des spoils d'Avalon, je vous propose de sauter cette partie et de vous rendre à 1 heure, 11 minutes et 45 secondes. Retrouvez la liste des timecodes en description. Oui, moi je voulais juste revenir sur ce changement d'étalonnage quand même qui finit par se faire et qui nous sauve les rétines à un moment donné, qui fait du bien, on souffle quand ça arrive un petit peu. Et du coup, c'est ce qui fait que ça donne quand même une petite dimension supplémentaire à ce filtre sépia. Désolé, on bug vraiment dessus, mais c'est vraiment ça qui ressort du film, quoi, c'est le visuel.
ce revirement justement d'étalonnage nous fait apparaître la couche de réalité virtuelle la plus profonde apparaît comme la plus réelle. Espèce de paradoxe là qui fait que du coup, ça donne un petit peu de justification narrative à cette espèce de filtre qu'on a pendant 1h45. Du coup, on aurait bien aimé que ce revirement se fasse un petit peu avant, mais bon, voilà. On s'en fera comme ça. Hein. C'est marrant parce que moi, ça me fait bizarre, ça me fait du bien de passer à cet étalonnage normal, mais je sais pas comment on est arrivé ici. C'est-à-dire que il faut bien vous rendre compte à quel point il se passe des bails, parce qu'il y a des classes A, des bishops, des Thiefs, des robots. Des wizards. Les wizards, ouais, l'ancienne guilde, voilà, il y a Murphy, et... vous avez compris comment on est arrivé là, parce que je sais pas si c'est juste moi qui suis une mauvaise foi et puis j'ai compris, mais après un résumé. Elle a suivi la petite fille. Elle a suivi ce fameux fantôme. Ce Ghost. Et putain, c'est un genre de virus en fait, qui se balade de mission en mission, qui flingue les missions et qui annihilerait potentiellement le monde virtuel dedans. Il y a un bishop de niveau 12, putain. Et elle a réussi les missions genre de classe B, A, et elle passe à ce qui s'appelle des class real, parce que apparemment il est quand même un peu boomer. Et t'arrives dans ce monde pseudo-réel qui est sans le filtre sépia, justement comme tu l'as dit, Marjorie, qui est plus réaliste que la réalité. Est-ce qu'on vivrait pas dans une société? Mais non, mais on vit dans la simulation, mais c'est exactement le discours de Matrix. C'est-à-dire que la réalité que nous on connaît, c'est la simulation, c'est le dernier niveau. Ah oui, mais qu'on soit bien d'accord, on n'est pas en train de dire que ça a inspiré Matrix. On dit juste que ça fait comme Matrix et que ça a pas marché. Et évidemment que c'est des similitudes. C'est juste que ça a pas marché, quoi. Ouais, non, mais je pense que le dernier niveau, si j'ai bien compris, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Le dernier niveau, c'est notre réalité à nous. Non. C'est toujours du numérique, sauf que très bien fait. Oui, mais ça veut dire que nous, on vivrait dans ce numérique sans s'en rendre compte. Je sais pas. Ah, dans ce sens-là. C'est comme ça que je l'ai interprété à cause de Matrix, justement, où les gens vivent dans ces simulations. Pour moi, il y a la vraie réalité qu'on voit tout le long, qui est donc avec ce fameux filtre absolument dégueulasse. Et en fait, la classe la plus hors de portée, c'est celle qui apparaît la plus réelle. Et donc, les gens restent coincés là-bas et voilà, ne peuvent plus y revenir. Mais je pense qu'il t'a niqué, c'est le plan sur le bus et tout ça, où t'as l'impression que c'était vraiment comme le Varsovie d'aujourd'hui, ce qui est le cas, parce que c'est tourné là-bas. Mais non, à mon avis, c'est une imitation de la réalité. Ça se veut pas un discours du genre, vous êtes coincé dans une Matrix, ou non, je pense pas que ce soit ça. C'est plutôt l'inverse. Après, je vais vraiment pas vous faire des théories là-dessus. Par contre, quand ils sont arrivés dans l'espèce de concert lyrique à la fin où elle tire sur un mec, ça par contre là j'ai absolument pas compris ce qui se passait. Je l'ai vu déambuler. C'est Murphy. Mais qui c'est Murphy? Je sais Murphy, c'est le gars qui cherche depuis le début là, non? C'est le mec qui a la loi? C'est le mec qui joue. Tu parles d'Angèle là? Je ne comprends pas. Je comprends plus, Mathieu. Non mais Murphy, c'est le gars qui cherche depuis le début. C'est pour ça qu'elle va dans la classe filiale et tout ça. Je crois que c'est ça. Oui, faut pas me regarder comme ça. De ce que j'ai compris, c'est ça. En tout cas, ce qu'on peut relever, c'est qu'on a trouvé pire que Marion Cotillard pour faire la mort. Enfin, pour faire le mort. Pardon. Il meurt comme un con. Il meurt de manière conceptuelle. Ah ouais, oui. Et ça, et de manière extrêmement réaliste. Vous irez peut-être le constater par vous-même. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Mathieu ou Seb? Ne perdez pas 1h40. Attends, on va sortir de la partie spoiler pour dire ça. Voilà, donc on a Mathieu, vous avez loupé Mathieu qui dit de ne pas perdre 1h40 pour Avalon. Moi, je vous dirais que... Écoutez, c'est un film qui a marqué beaucoup de gens. J'étais très étonnée en allant voir les commentaires sur Internet en général et les critiques. Il se fait pas si allumer la gueule que ça comparé à nous. C'est ce qui me fait me demander si on est passé à côté de quelque chose. En tout cas, le film est presque plus intéressant de découvrir par ses analyses et quand on lit des analyses et des commentaires sur le film que en regardant le film lui-même. C'est quand même assez drôle de remarquer ça. Donc, faites peut-être votre expérience et si ça se trouve, vous allez tomber dans le chaudron Avalon. Je ne sais pas où je vais avec cette référence. Chaudron Avalon, ouais. Oui. Le chaudron Avalon. Je crois qu'il est temps de passer au troisième et dernier film qui promet de relever le niveau. Vous sentez un peu le sarcasme dans ma voix, parce que nous allons parler de Hard Candy. You work as a photographer, you find out real quick. People's faces lie. Does my face lie? That is so good. Do you want some? Sure. You look older than you are. You certainly act older than you are. Really? Tout commence par un chat entre deux internautes, Harley Stark, adolescente de 14 ans, et Jeff Culver, photographe de 32. Ils se mettent d'accord pour se donner rendez-vous, font connaissance dans un café local, avant de se rendre au domicile de Jeff. Là, Hailey entame un striptease avant que Jeff ne la photographie.
L'homme tombe ensuite inconscient et se réveille attaché, réalisant que Hailey l'a drogué et elle l'a pris en otage. Elle l'accuse d'être un pédophile et un tueur d'enfants. Jeff proteste et affirme son innocence, tandis que Hailey tente de le faire avouer et commence à lui infliger des sévices. On a au moins tout le film dans ce résumé. C'est le résumé Wikipédia. Hein. Il n'y aura donc pas de partie spoiler. Ah mais c'est le résumé de la pochette Oui, DVD. oui, les gars. bien sûr, bien sûr. On attend que tu finisses de boire pour nous introduire ce film. De toute façon, le moment que vous avez niqué mon résumé, je pense qu'il y avait un cut de chez Léo. Donc, Hard Candy est réalisé par David Slade. David Slade, il est né en 1969 au Royaume-Uni et il commence sa carrière par des clips de musique pour System of a Down, pour Muse, pour Tori Amos, etc. Et Hard Candy, c'est donc son premier long métrage. Il a un budget de $950 000, et donc on pourrait considérer ça comme un film indépendant en fait pour le marché actuel. Et c'est ce qui lui permet d'avoir le final cut sur ce premier film en fait. Quand on est sous la barre des 1 million, le réalisateur a la main mise sur tout en fait. Donc c'était vraiment son but, c'était de créer un petit film, une équipe réduite. Il tourne genre en 18 jours, enfin ce qui est vraiment, pour un premier film, c'est extrêmement resserré, disons. Et ensuite, il dirige un film de vampire qui s'appelle 30 jours de nuit, que j'ai pas vu, mais vraiment les images, ça me fait beaucoup rire. Je vous encourage à taper 30 jours de nuit sur Internet, qui est sorti en 2007. Et il y a une suite qui s'appelle 30 jours de nuit, jours sombres, ce qui me fait aussi beaucoup rire, vraiment. C'est un vieux direct DVD, mais ça me fait beaucoup marrer. Et ensuite, parce qu'il va bien falloir en parler, il a réalisé en 2010 un film qui s'appelle Twilight chapitre 3, Hésitation. À chaque fois, c'est ce qu'il aurait peut-être dû faire avant de signer, d'ailleurs, mais bon. Et donc, après quelques clips et épisodes de séries télé, il est revenu en 2018 avec le film Black Mirror Bandersnatch, qui était sorti sur Netflix. C'est ce film où le spectateur pouvait interagir avec l'action et modifier le déroulé des événements. Le principe était sympa et je pense que c'était un peu un calvaire à storyboarder et à monter, mais c'était très oubliable en soi. C'était vraiment FMV moderne, quoi. Voilà. Et Hard Candy, moi, ça m'intéressait plus ou moins à voir dans la mesure où j'avais entendu parler de ce film il y a très longtemps, j'ai complètement oublié de le voir. Il est revenu récemment en tête parce qu'il y avait cette question du podcast et je me suis fait prendre de court au podcast précédent. Il fallait que je sorte un film. C'est le premier qui est venu dans la liste et voilà. Donc, je n'ai qu'une chose à dire, c'est je suis désolé. Et je ne te pardonnerai pas, Mathieu. Et je vous donne la parole. C'est trop facile comme ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de Hard Candy ? Excuse pas acceptée, Mathieu. Alors, Hard Candy ou Dur à croquer, en québécois, un titre de film très descriptif du film lui-même, c'est compliqué à manger. Alors, ça démarre avec une bonne idée de scénario, je trouve. En plus, l'affiche renvoie directement au conte du petit chaperon rouge. D'ailleurs, l'héroïne porte un chandail rouge tout au long du film, pour rappeler cette iconographie avec subtilité et finesse. Wink wink. Exactement. Et le film pose la question, que se passerait-il si le petit chaperon devenait loup à son tour ? Eh bien, la réponse, s'il agit comme Elliot Page, il serait très con. Et une première chose que j'aimerais déjà relever directement, les plans en courte focale avec du grain gros comme du sel, c'est un grand nom. Les plans qui tremblent avec des saccades, c'est un grand nom. Les changements de pellicule à vue d'œil, c'est un grand nom. Le tout sur un fond de techno des années 2000, mais ça devrait être pénal à ce niveau-là. Non, vraiment, il y a formellement pas mal de choses qui vont pas. Typiquement, par exemple, une pièce qui va changer de couleur et de lumière à la réplique près. C'est-à-dire qu'un personnage parle, la pièce est orange, un personnage dit autre chose et la pièce devient bleue. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe comme météo dehors à ce moment-là dans ce monde, mais c'est très particulier. Bon, je trouve Hard Candy, beaucoup trop explicite sur ce qu'il veut nous faire passer comme message. C'est-à-dire que très vite, au bout de 10 minutes, on a compris l'idée. Et ça parle beaucoup pour dire la même chose. Le perso d'Elliot Page, donc Hailey, enfonce Patrick Wilson tout du long. Lui va souvent clamer son innocence. Il y a de nouveau un truc redondant qui se met en place. Au bout d'un moment, ça n'avance plus. Et les répliques finissent un petit peu par tourner à vide. Le film aussi, je trouve, ne tranche jamais si l'héroïne est surdouée ou si elle est complètement stupide, parce que des fois, elle désamorce tous les pièges qu'on lui tend, des fois, elle se fait avoir comme une bleue à plusieurs moments, donc c'est vraiment, elle réfléchit une fois sur deux. C'est ça aussi, on pourra en discuter dans une partie spoiler, peut-être plus en détail. Et je trouve que c'est un personnage aussi qui est assez particulier, qui a une caractérisation un petit peu hors catégorie, et le film ne se tranche non plus jamais sur le ton qu'elle prend, parce qu'elle est à la fois très légère, très infantile, en même temps, elle est très grave, et elle agit sans pitié, elle est un petit peu aussi elle-même entre deux âges, donc elle est déjà compliquée à saisir en elle-même, et voilà, le film va jamais nous proposer vraiment une caractérisation qui nous permet de nous positionner par rapport à elle, et on sent une ambivalence même juste dans le jeu lui-même, enfin genre, Elliot Page va vraiment basculer d'une interprétation à l'autre, d'un plan à l'autre. Ça fait qu'on a beaucoup de peine à la suivre, à la prendre comme protagoniste, et limite à avoir envie
envie qu'elle parvienne à aboutir son plan. J'étais à certains moments en train de presque être du côté de Jeff, ce qui est très bizarre, et j'ai même écrit dans mes notes, est-ce normal? Mais non, c'est pas normal. Mais parce que vraiment, à un moment donné, je la supportais de moins en moins. Je trouve aussi un certain rythme qui manque, en fait, plus on avance dans le film. Il y a certaines scènes qui tirent un petit peu en longueur sans raison particulière. Je pense par exemple à cette fameuse scène, on va dire entre guillemets sur la table d'opération, mais on pourra aussi on pourra détailler ça dans une partie spoiler, où je trouve qu'on s'attarde énormément pour finalement pas grand-chose comme résultat. Le résultat n'est pas proportionnel au temps qu'on a passé à cet endroit à ce moment-là. Néanmoins, j'ai bien aimé pour cette scène le travail du hors-champ où on choisit de pas tout nous montrer, on tombe pas non plus dans du gore total, on voit un tout petit peu c'est suggéré, donc il y a quand même une certaine forme de retenue qui est assez appréciable. Il y a aussi une intervention d'une voisine complètement grotesque et surréaliste dont j'aimerais bien parler, mais du coup je ne vais pas forcément plus m'étaler dans le détail là non plus maintenant. De façon générale, j'ai quand même été sensible au jeu d'acteurs des deux. Je sais que toi Mathieu un petit peu moins, mais voilà parce qu'on a un petit peu discuté avant ce podcast et tu m'as dit que voilà il y a une des deux personnes que tu ne supportais pas dans ce film. J'avoue que Patrick Wilson, Elliot Page, j'ai bien aimé leur performance quand même en dépit de ce que j'ai dit juste avant. Et il y a certains plot twists, retournements de situation auxquels je suis totalement tombée dans le panneau. Enfin, il y a certains effets de surprise qui ont fonctionné sur moi. Donc, le film, je l'ai regardé, voilà, il se suit un petit peu, mais c'est clair qu'il y a plusieurs choses à redire et au niveau du scénario, il y a des trucs qui ne tiennent pas du tout et qui sont juste pas expliqués, mais parce qu'il n'y a pas d'explication, il y a rien qui sous-tend en fait ces personnages. Mais je laisse tout de suite la parole à Seb qui va un peu développer aussi ça. Ouais, et en plus je trouve tout ce que tu as dit ultra pertinent, donc je vais aller pas mal dans la suite de ce que tu as dit. Avant de parler vraiment du film en soi, c'est vrai que le film évoque un thème qui est dur, à savoir relation pédophile de quelqu'un qui a le pouvoir, qui adresse plus ou moins directement le problème le cas Polanski, même qui va l'adresser directement au moment dans le film où Elliot Page va dire, le personnage d'Hailey va dire pourtant on laisse Polanski faire des films, et étant donné que le film est en 2005, je trouve pas mal précurseur et du coup pas mal intéressant, et je trouve intéressant de faire ce genre de film. Mais c'est vrai que d'un point de vue déjà thématique, ce qui va se passer dans le film, c'est pas des choses qu'on aime regarder, et c'est vrai que dès le début du film, avec les avances de Patrick Wilson et tout ça, c'est déjà quelque chose de lourd où on se dit ça. Mais quand on fait un sujet lourd, autant faire un bon film pour pouvoir porter ce message, parce que c'est pas le cas de ce film. Donc tu l'as déjà abordé, le film est d'un point de vue purement esthétique immonde. Le format cinémascope, il marche pas du tout. C'est beaucoup trop proche des acteurs. On voit rien du tout. Et mis à part quelques plans de dualité où on a un acteur à chaque côté du plan, c'est ultra mal exploité. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va avoir un acteur qui se met dans le côté du cadre et tout le reste qui est de l'espace mort. Et je trouve que on gâche tout parce qu'on voit rien. Soit on est au niveau des yeux, et donc le cinémascope, pour ceux qui voyaient pas trop ce que c'est du 2,35/1, donc ça donne vraiment, c'est avec les bandes noires en dessus en gros, ça donne vraiment un plan très très étiré, ouais. Très très peu haut, mais très très large. Et du coup, si on filme très près des gens, on voit pas grand chose. Ça sert pas à ça, le cinémascope à la base. Ok. T'as dit que les acteurs, ça allait. Patrick Wilson, à la limite, Elliot Page, il cabotine comme jamais. Ça fait mal aux yeux un peu. C'est ça que tu dis, justement, ces changements entre ingénus, entre tortionnaires, etc. Je trouve que ça va pas du tout. Tu l'as évoqué, la lumière est dégueu, surtout sur une scène, et tu dis que toi, t'as plutôt évoqué la piste du faux raccord. Je pense que c'est vraiment une volonté du Non, réel. c'est une volonté. J'ai pas dit que c'était un faux raccord. C'est juste ça change. J'ai mal compris, mais c'est absolument n'importe quoi. On est sur une lumière bleue, lumière jaune, lumière bleue. Ça a aucun sens. Donc, tout ça, on est d'accord. Moi, où je vais essayer de me détourner un peu de ce qu'a déjà dit Marjorie, parce que sinon ça va être super redondant. Ce film, en gros, il se construit sur les bases d'un sous-genre du film d'horreur qui s'appelle le Home Invader, qui, comme son nom l'indique, c'est quand des gens, ils envahissent ta maison. On l'a vu très récemment au cinéma avec Knock at the Cabin. Moi, je l'ai pas vu, Mathieu, tu l'as vu, ce qui paraissait assez affreux. Mais pour moi, le film qui fait référence dans ce style, c'est Funny Games de Haneke. Et je me réfère à la version de 97 parce que j'ai pas vu la version de 2006. Donc, j'ai revu la version de 97 pour ce podcast, et je me suis dit que j'aurais peut-être dû regarder la version de 2006 parce que c'est beaucoup plus contemporain que et du coup peut-être plus à terme, mais je l'ai pas fait.
Et c'est en comparant les deux films que je me suis dit qu'en fait, Hard Candy se pète la gueule dès la seconde 1. Enfin, dès la seconde où on voit les personnages arriver. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Ce qui marche dans Funny Games, c'est que le début est calme, tranquille. La famille rejoint sa maison de vacances. L'ambiance est calme, l'ambiance est familière. Justement parce que ça représente la quiétude de l'endroit familier qu'est le foyer. Il y a la quiétude de l'endroit familier qui est le foyer, jusqu'à ce que justement un élément extérieur pénètre cette quiétude et commence à développer la terreur. Ça marche très bien dans Funny Games parce que justement on est dans cette maison de vacances, on est dans cet environnement familier et ces deux psychopathes rentrent dans la maison et commencent à foutre le bordel. Ça permet déjà deux choses. Ça permet de faire matcher le fond, la forme et le fond, comme le dit si bien Mathieu. Ça permet aussi d'une gradation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la quiétude est perturbée, la quiétude est de plus en plus perturbée. Dans Funny Games, on commence par des choses très bêtes, par exemple le gars qui vient rechercher des œufs, etc. Et on finit par des choses ultra hardcore. Voilà pourquoi dans Hard Candy, à mon avis, ça se pète la gueule seconde 1. C'est-à-dire que Hard Candy commence déjà avec une ambiance tellement étrange, tellement pesant, avec la musique, enfin, genre la scène où Elliot Page se retourne, c'est déjà tellement bizarre que pour moi, le film est trop construit et du coup, on sait qu'on est devant un film. Et le fait de savoir qu'on est devant un film, c'est pas un mal en soi. Mais en gros, savoir qu'on est devant un film, c'est pas quelque chose de mauvais. Par contre, dans un sous-genre où la fonction perlocutoire est tellement importante, c'est-à-dire que fonction perlocutoire, c'est-à-dire que le film nous fait nous dire « Ah, j'aimerais pas que ça m'arrive ». Mais là, on nous place tellement loin de notre univers avec une atmosphère tellement bizarre que on perd cette fonction perlocutoire. Je trouve qu'elle est altérée. Ok. Deuxième fait, plus important pour moi. C'est bon. Deuxième fait, plus important pour moi. Eh ben ça en fait, ça empêche au film de décoller. Et le Linky Pit est tellement bizarre de base. Alors, même s'il y a une rupture thématique quand Hailey révèle son vrai visage, le niveau formel ne bouge pas. Le réel est incapable de créer une rupture qui pourrait représenter justement l'étrangeté de quelqu'un qui pénètre sa maison. Et encore plus bizarre, qui prend le contrôle de la maison. Ensuite, t'as déjà... Donc, pour moi, ça donne un film ultra linéaire, comme tu l'as dit un peu avant. Il se passe rien parce que jamais on décolle, parce que jamais, justement, on a cette rupture qu'on peut trouver dans Funny Games. Ensuite, tu l'as déjà évoqué par rapport au personnage de Hailey. Je trouve que le personnage est éclaté parce qu'elle n'a pas, justement, ce côté effrayant de quelqu'un qui prend possession de quelque chose qui nous est familier. Elle est toujours... mais même pas ambiguë, mais mal travaillée sur elle sait ce qu'elle fait, elle sait pas ce qu'elle fait, elle est enfant, elle est adulte, etc. Et du coup, c'est juste un personnage qu'on sent constamment en train de paniquer. Et on va pas spoiler la fin du film maintenant, mais je comprends pas ce que veut le personnage et ce que veut me dire la fin, surtout parce que j'ai jamais compris ce que voulait le personnage. Par exemple, dans Funny Games, ce personnage de Paul, justement, qui était vraiment en contrôle, était vraiment effrayant parce qu'il était en contrôle, il était calme, il était chez lui, dans une maison qui n'était pas la sienne. Et c'est ça aussi qui est effrayant. Enfin, quelqu'un qui est chez lui, chez nous. Vous me suivez ? Chez lui, chez nous, ça me fait peur. Lui devient, celui que tu décris, ce personnage de Funny Games, devient maître d'un espace qui n'était pas le sien à la base. Exactement, et elle, à aucun moment, elle est en maîtrise totale. Elle laisse beaucoup le personnage de Patrick Wilson reprendre le dessus, puis en fait non, puis en fait oui, puis en fait non. Des allers-retours comme ça qui fait que c'est compliqué de savoir qui domine l'autre. Exactement. T'as très bien résumé ce que j'ai dit, ce que j'ai galéré à dire depuis 5 minutes. Donc pour finir, petite critique, là, je dirais que le film, en fait, il a très très mal vieilli, qui porte toutes les immondices esthétiques du début des années 2000, et quand il devrait plus ressembler à Funny Games, il ressemble plus à Phone Games, qui a la ref avec Colin Farrell. Je ne l'ai pas malheureusement. C'est une comme de la merde aussi. Chute d'audience là depuis 10 minutes, je pense. Putain, Mathieu, il est tellement méchant, je fais des efforts. Pour les deux auditeurs qui restent, qui sont restés malgré Inky Pit et Perlocutoire, Mathieu, je t'en prie. Alors, moi, je vais commencer par une citation de Leonard Maltin, qui est un critique de cinéma, qui, après avoir vu le film, a annoncé que le personnage de Hailey faisait passer Katie Bates dans Misery pour Fifi Brin d'Acier. Donc, je pense qu'on n'a vraiment pas vu le même film, du tout. Moi, le personnage de Hailey me fait pas peur. Enfin, le jeu d'Elliot Page me fait peur, par contre. Mais concernant, je vais essayer de reprendre un peu les points que vous aviez, parce que en vous en entendant parler, j'ai réfléchi à des trucs qui peut-être me permettent absolument pas de défendre le film, on va pas se mentir, mais au moins un petit peu d'atténuer ce que vous avez dit. Le chandail rouge, alors c'est d'après l'équipe, moi je les crois pas du tout, mais d'après eux, l'iconographie du petit chaperon rouge c'était pas volontaire, et le chandail était orange et ils l'ont rougi en post-prod.
Bon, Ok, c'est faux. voilà, bon, c'est pété, mais, merci. bon. Hard candy, ça vient du côté déjà un petit peu opposé, oxymorique de hard et de candy, qui devrait être normalement sweet, etc. Et de l'argot hard candy, qui apparemment, dans le milieu pédophile, veut dire fille mineure, en fait, sur Internet. Oui. Un homme mauvais, une émission familiale. J'avais noté ça, mon Pour Dieu. tous les publics. Ce qu'il faut savoir pour la question du tournage, alors je me suis pas trop arrêté sur la question de rupture de lumière et tout ça. J'ai pas trop vu. En fait, j'étais assez atterré par le jeu pour pas regarder le décor. Mais ce qui explique peut-être que le décor soit filmé très bizarrement, qu'il fasse étrange, c'est qu'en fait c'est le même décor que le café. Je sais pas si vous aviez vu ça. C'est-à-dire qu'ils ont 18 jours de tournage, ils ont moins d'1 million de dollars, et ils avaient prévu la maison du producteur ou du réal en plan B si jamais ils n'avaient pas le lieu de tournage pour être sûr de pouvoir le faire. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tourné le café, enfin la scène du café, en 2 fois. Ils ont tourné tout le début, la scène dégueulasse auquel on pense tous dans le café, elle est tournée tout à la fin. Entre deux, ils ont changé tout le décor et ils ont transformé le café, qui est un studio, en appartement de Jeff, en changeant juste des couleurs. Et moi, je pense que c'est pour ça que t'as jamais des plans très larges de la maison et tu vois jamais tous les personnages ensemble, pour éviter qu'on voit trop les raccords, en fait, et les ficelles. Ouais, mais bon, c'est pas une raison pour mettre du cinémascope, quoi. Film Je vous dis pas que c'est bien foutu pour autant, voilà. Et puis toute la partie de la maison, ils l'ont filmé quasiment chronologiquement, ce qui est un gros bordel, mais c'était pour avoir cette montée de tension. Alors après, ça marche pas, mais voilà. C'était un petit peu leur plan dans l'idée. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le côté home invasion, il marche différemment. C'est parce que c'est quand même un personnage qui pénètre la maison d'un personnage qui lui-même agresse des gens dans cette maison de sûreté. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de home invasion de quelqu'un qui est lui-même invader d'autres personnes. Donc peut-être qu'il y a... C'est le Inception de l'agression. Il y a Elliot Page. Mon Dieu, je Oh recoupe. oui, c'est vrai. Donc, peut-être que c'est pour ça que la différence avec Funny Game est aussi visible. Je comprends tout à fait ta théorie et j'y adhère même vraiment. Il y a pas assez de mise en place pour qu'on y croie, mais peut-être que le fait de faire un home invader chez quelqu'un qui est lui-même taré, peut-être que ça... Ils ont voulu tenter un truc, ça n'a pas marché. À mon avis, c'est vrai. Juste, ils se sont cassés la gueule, quoi. Le scénariste, il est pas très bon. Hein. C'est celui qui a fait Devil à côté... Vraiment, c'est chaud, quoi. Patrick Wilson, c'est lui qui a proposé que son personnage soit plus aimable, parce qu'au départ, il devait être vraiment méchant. Ce qui fait que lui, c'était compliqué à tourner. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait que ça marche bien. C'est le fait qu'il ait pas l'air d'un taré, qui le rend extrêmement effrayant, je trouve. Absolument. Alors moi, seconde 1, ce gars me met dans un malaise. Ouais, mais il est super. Il est super, mais c'est un très très bon acteur. Hein. Oui. Elliot Page, j'arrive pas à défendre, mais là, Wilson, je trouve qu'il fait le taf. Franchement, c'est juste que ce qu'il a à dire est con et ce qu'il a à jouer est compliqué, quoi. Mais bon. Et puis apparemment, les deux étaient vraiment très investis, quoi. Dans l'idée, moi, je trouve que ça s'enchaîne pas trop mal, qu'il y a très vite un malaise qui est palpable, et donc c'est bien. Je trouve que la colorimétrie est intéressante, d'avoir du pastel et pas avoir des couleurs très criardes, c'est bien. Je trouve par contre que ces panneaux latéraux pour changer de pièce en pièce, toujours sur le même fond rouge, c'est plus possible. Enfin, coupé au noir, ou à la limite, faites comme tous les films, c'est pas grave, tu vois, vous n'êtes pas obligé de toujours... voilà. Et le jeu de Page, ça devient très compliqué, en fait, passer le moment où Hailey doit plus être ingénue, mais doit prendre, comme tu disais, son rôle, en guillemets, sérieux. Et du coup, je me fais un petit point, à mesure que je parle de Page et de ses rôles, et dans quoi je l'ai vu, et dans quoi je l'ai vu où Page joue bien. Et en fait, il n'y a pas grand-chose avec le recul. Parce que Inception, c'est pas du tout un rôle qui est marquant pour sa carrière, oui, mais pas en termes de jeu. Et après, je l'ai vu dans Umbrella Academy et c'est très compliqué. 2 ans plus tard, 2 ans après Hard Candy, il fait Juno. J'ai pas vu Juno. Et Juno, c'est un super film avec... C'est le film qui est pro-life. Ouais, je pense qu'il y a une lecture du film qui peut se C'est chaud, hein. Je crois que Léo fronce les sourcils. Non, je pense pas qu'il est... Léo intervention. C'est vraiment pas le terme du film. Non, c'est vraiment pas du tout le thème du film, pour le coup. Non, mais c'est une gamine qui pourrait avorter, à qui on dit non, mais donne le gamin à des adultes qui peuvent pas l'avoir. Non, c'est juste elle qui se dit non, mais en fait, moi, je veux le garder. Ouais. Mais j'avais lu des trucs comme quoi il y avait une lecture un peu pro-life. Ouais, je crois que j'ai pas vu le film. Je l'ai pas vu depuis longtemps, t'as peut-être raison, je vais peut-être me cut au montage. Au revoir, Léo. Non, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu Juno, et ça force à le revoir de savoir si c'est pro-life ou pas, il y a vraiment genre l'arrivée de Michael Cera, qu'on aime tous d'amour, et qui revient dans le prochain Barbie de Greta Gerwig. Et ça envoie du pâté. J'avais pas cette information, j'ai hâte de découvrir ça. Super acteur Michael Cera. Mais Michael Cera, il a eu le même malchance physique, on va dire, que... oh merde, malchance physique. Oui, enfin, c'est pas du tout une question de standard ni rien, mais que Page, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu un physique adolescent à une période où ils ont commencé à éclater dans le métier, donc c'était super, mais là, ils ont 40 balais. Et ils ont toujours une tête d'adolescent, et du coup, ils ont plus de rôle. C'est fait un peu ça avec Andrew Garfield. Andrew Garfield, il est en train, tu l'as vu sur les derniers Spider-Man ou comme ça, il est en train de s'affaisser sur lui-même.
c'est pas ouf, malheureusement, ce que leur visage leur fait subir tous les jours. Du coup, Page, je me pose la question si c'est pas juste un mauvais acteur, en fait, en général. Parce que là, moi, c'est ce qui fait que je crois pas au film. Parce que je pourrais croire à plein d'autres choses, hein, si vraiment le jeu était bon. Mais là, on dirait le théâtre de mon petit frère, quoi, qui est en train de faire, oui, le chevalier que j'ai attaqué. Ah, c'est dur, quoi. Moi, Vraiment, je suis c'est pas dur. d'accord avec toi, à part ça sur la carrière d'acting de... Bah, je l'ai pas vu dans grand chose en fait avec le recul, mais à chaque fois je l'ai vu, j'en ai pas un grand souvenir. Mais bref, sinon j'ai noté qu'est-ce que le réel branle avec la photo du film. Donc en fait non, je suis peut-être d'accord avec vous. Et voilà, tu t'es réveillé entre temps, ça fait plaisir. Voilà. Et le reste, on va passer en partie spoiler. Dans les trucs que je peux rajouter, c'est que je suis désolé encore une fois. Quoi, Mais vraiment, excuse toujours pas acceptée, faut que vous Mathieu, sachiez faut que ça a arrêter. été une épreuve pour moi aussi, hein, parce que vous rigolez, vous dites oui, ils présentent des films, mais moi je les vois aussi. Hein, moi aussi je prépare un papier, hein, et moi je dois voir la carrière de réel à côté. C'est compliqué. On va lancer une partie spoiler à partir de maintenant alors. Mais c'est quoi la fin? C'est quand il meurt. Évitez les spoils de Hard Candy à partir d'1h, 41 minutes et 48 secondes. Léo nous a fait parvenir une carte postale, il se porte bien et sera très bientôt de retour. Bonne fin d'épisode. Et donc, peut-on parler de ce background de personnage principal? Mais de quel background je parle? Il n'y a pas de background au personnage de Elliot Page, ce qui rend très compliqué de savoir pourquoi est-ce que ce personnage fait tout ça, finalement. Bon, déjà, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est cette intrigue à côté avec Donna Mauer. Je vais pas essayer de résumer parce que, franchement, je sais pas de quoi ça parle et j'ai pas trop compris ce que ça prenait comme lien à la fin. C'est vrai que le personnage de Hailey, Hailey, si c'est vraiment son nom... Ah, on le découvre à la fin que c'est peut-être pas du tout elle, en fait. Ouais, et puis bon, c'est dans une scène, mais ridiculement, mais nul. Mais moi, il y a un truc, je vais pas vraiment parler de ce qu'il fait, genre juste ce qu'on disait avant, l'incertitude de ce qu'est le personnage qui pousse au gars à se suicider, était là. Attends, c'est vraiment ce qu'il voulait ou elle a pété un câble et elle a Oui, juste... donc voilà, donc juste petite mise en contexte. Au final, le personnage de Jeff finit par se suicider parce que sinon quoi Parce que sinon, elle va courir vers la meuf qui arrivait en bas avec ses habits déchirés en disant qu'il a essayé de la violer. Ouais, et puis c'est l'ex de Patrick Wilson, et apparemment, il a pas envie que son ex le sache. Les flics, ils s'en branlent, hein, je pense, parce qu'il a dit, je peux faire de la tôle, j'en ai rien à foutre, mais pas mon ex, apparemment. Mais moi, il y a un truc qui me dérange profondément, et que je comprends pas, mais après, finalement, c'est annihilé par la fin, mais c'est que toute cette putain de partie sur l'émasculation... La partie sur les parties? La partie sur les parties, oui. La partie sur les parties de Patrick. Yes. Toute cette partie qui dure méga longtemps, où il va rien se passer d'autre, interminable, que cette meuf qui est là. Non, c'est pas encore assez froid. Non, avec cette plus glace de qu'ils ne font glaçons. pas. Et du coup, ça vraiment toute sa théorie à ce moment-là, c'est de dire si t'as plus de bites, tu pourras pas violer des enfants. Je pense qu'il y a vraiment un souci au premier degré de compréhension de ce que c'est une agression sexuelle, à se dire qu'un gars sans bite, frustré, en plus eunuque, peut pas faire une agression sexuelle. À mon avis, ça pose un méga problème de fond à ce que c'est de raconter l'histoire. Et du coup, ça tombe un peu à l'eau parce qu'à la fin, elle le pousse à se suicide. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle voulait? Et c'est ultra bizarre, cette fin. Je me suis dit, c'est complètement contre-productif parce que elle, ce qu'elle veut, c'est l'afficher socialement, ce qui serait, et on le comprend pendant tout le film, ce qui serait encore pire que la mort. D'ailleurs, elle lui dit, elle lui refuse la mort. Elle veut pas qu'il s'échappe et qu'il échappe à ce qu'il doit subir, en fait, à sa punition. Et au final, elle le libère quand même, elle le délivre. Enfin, elle lui permet quand même de se suicider. Donc, je me suis dit, mais ce plan de fin et cette décision finale, finalement, je n'ai pas compris le message. Non, mais moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle branle? Elle l'a à peine torturée, vu qu'elle l'anesthésie pendant des heures avec ses putains de glaçons. Donc, elle lui coupe les couilles trop bien. Et la bite, mais vous avez pas compris ça, en fait. Oui, je crois bien. Vous avez pas compris qu'elle lui a pas coupé les couilles? Elle lui a rien coupé, en fait. Ah ouais, du coup, putain. Alors, je vais y venir à ça, justement. Oui, parce que moi, j'ai pas compris aussi un truc. La scène est beaucoup trop longue. C'est-à-dire que je pense bien que, je regarde notamment Léo qui n'a pas vu le film, je pense bien qu'il y a 10 minutes de scène de pré-ablation. On va appeler ça pré-ablation. C'est-à-dire qu'il est étendu, il a les mains bloquées par les poignets. Bloquées par les cordes, pardon, les poignets. Ou même beaucoup plus que 10 minutes. Et Elliot Page passe de la glace sur les couilles de Patrick Wilson, hors champ. Cette phrase est incroyable. Ouais, cette phrase est incroyable. Il y a que Dorian the Movies qu'on entend ça, s'il vous plaît. Cette glace qui ne même fond sur pas. Pornhub, vous le trouvez pas, ce scénario. Cette glace qui ne fond pas et qui ne se colore jamais, dans le but de l'anesthésier et qu'il ne sente pas que potentiellement Hailey lui coupe les couilles. Sauf que
J'ai pas essayé, vous vous doutez bien, mais de la glace, ça anesthésie pas assez pour se faire couper un truc sans le sentir. Enfin, frère, laisse ta main pendant 2 heures dans de la glace, tu verras si ça oui, mais là, il y a pas. 3 glaçons à champagne, c'est ses couilles. Mais non, ça anesthésie tout le monde. Je veux dire- Putain, mais cette phrase, il y a 3 glaçons à champagne, c'est ses couilles. Qu'est-ce que tu nous dis? Je vais commencer à distribuer les bons points et je me mets le premier. Non mais, pour vous dire, il y a une c'est pas vraiment une blague qui se cache là-dedans, mais pour vous dire à quel point la scène est trop longue, c'est que Patrick Wilson, qui est l'acteur, s'est évanoui pendant la scène. Parce que, je sais pas si vous avez vu, les poignets, ils sont bleus, les mains, elles sont bleues. Et bien, en fait, il s'est évanoui pendant quelques minutes pendant la scène parce qu'il avait plus de sang qui arrivait. Et il a commencé à s'évanouir tellement c'était long, cette scène. C'est là où il y a un deuxième fort raccord, c'est quand il se relève, il a plus de marque de lien sur les mains. Et en fait, du coup, elle lui faussement coupe les couilles, elle récupère, en plus, c'est que pour le spectateur ce plan, mais elle sort 2 petits tubes où on a l'impression que c'est les couilles dedans, pour dire, ah, j'ai bien fait de couper mais il y a des quoi litchis, dedans? C'est ça que j'ai pas je compris. sais pas, des litchis et du vin rouge, j'en sais rien, moi, ça n'a aucun intérêt. Mais c'était tellement pas clair qu'en post-prod, Patrick Wilson dit, I'm all here. En gros, je suis tout là, elle m'a rien coupé. C'était tellement pas clair qu'ils l'ont fait dire en post-prod, parce que quand ils ont vu les rushs, ils se sont dit, ah, putain, on comprend pas ce qu'on a fait. Ah, en fait. mais tu sais que je sais même pas capté. C'est des goggles comme ils ont tourné ça. Je sais même pas capté. Oui, parce qu'après, il se met debout étonnamment bien et tout. Je me suis dit, Ah ouais, à il mon marche avis, trop il tranquille. à mon avis, Ah il ouais. a rien. Mais Cette c'est pas scène, clair. elle est à mettre en comparaison avec les 2 adaptations qu'il y a eu de Millennium, la version suédoise et la version de Fincher, Ah oui, oui, oui. où le personnage de Lee Salander est aussi agressé par son psy, sauf erreur. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle débarque chez lui de nuit, elle le drogue, elle lui ouvre le t-shirt et elle lui tatoue avec une machine tatouée portable sur le torse, genre un truc genre violeur, porc, machin. Et ça, c'est de l'afficher socialement, l'agresser, on va dire, physiquement, moralement, socialement, tout. Et là, je comprends le projet. Là, faussement lui couper les couilles pour créer tout un système. C'est la meuf qui crée les systèmes de poulies les plus rapides du monde. Elle a 2 cordes à poulet et elle t'a fait un système où quand il saute de la corde, il part depuis le toit, il y a sa petite copine qui a été appelée au milieu. C'est improbable. Ça ne tient pas debout. Je sais pas si elle se rattrape de ses faux coups toutes les 5 minutes ou si elle a tout prévu depuis le début, c'est pas clair comme tu disais. Pas clair du tout. C'est plutôt la première option, apparemment. Hein. Il y a des trucs qu'elle calcule pas et on lui en veut pour ça. Parce Mais c'est qu'elle ça. devrait presque être sans défaut. Elle devrait être sans pitié. Et elle est censée avoir 14 ans, mais à la fin, peut-être pas. Donc, en fait, ça casse tout le mood, on sait pas. Et je me suis posé une question pratique. Est-ce qu'on peut taser quelqu'un sous la douche sans le tuer? C'est ce que je me suis demandé aussi. Merci, Oui. on est pareil, Ouais, merci. c'est ce que je sonnais. Oui, on peut. Oui. Ok. Il fait a ça. testé. Léo, ça me fait très peur que tu me répondes Ouais, c'est avec vraiment. une affirmative pareille et un sourire. Oui, on peut. Le gars, il a allumé son micro, il a fait oui. Oui, on peut. C'était toute mon enfance. Si jamais c'est un peu long. Mais ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Par contre, je suis pas sûr qu'on peut discuter sur ce qui est plus légitime pour afficher un pédophile ou pas. Je pense pas que c'est là le fait que c'est enrobé de merde ce film, mais le fait de tuer. Enfin, j'ai pas du tout envie de me prononcer sur ce qui est plus légitime. Si c'est plus légitime de tatouer un pédophile ou de le tuer, quoi. Non, alors pardon, je statue pas sur ce que j'estime qu'il faudrait faire, mais dans l'optique de faire ça, je comprends plus le projet d'un film comme Millennium que celui-ci, où même si à la limite c'était pour l'afficher comme tu disais Marjorie et qu'elle lui coupe les couilles, bah elle lui a juste coupé les couilles, quoi, tu vois. Je veux dire, elle va faire, tu vois, comme tu disais Seb, ça n'empêchera pas d'agresser des gens. Socialement, on verra pas, parce que c'est pas une partie qu'on affiche. Il y a que lui qui sera au courant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il continue à être un taré dans la nature, en fait. Ça a aucun sens, quoi. Je comprends pas pourquoi, quitte à faire la vigilante, elle a pas pris un flingue, elle l'a pas tiré dessus directement, quoi. On gagnait un temps fou. Déjà, nous, on gagnait tous 1h40. Oui. Et elle aussi, hein. Non, scénaristiquement, ça tient absolument pas debout. Ouais. Et je suis. Et c'est vraiment dommage parce que tu l'as dit au début, Seb, mais pourtant le message du film, dans le fond, avec cette évocation de Polanski, enfin, on serait prêt à suivre ce message et à suivre ce discours. C'est pas ça du tout qui est vraiment pointé du doigt, mais tout la mise en scène, le scénario qui sous-tend tout ça ne permet pas de faire honneur à ce message et de le porter de manière intelligente. Non, effectivement, le message suffit pas. Il faut quelque chose qui amène le message. C'est ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Bon, c'est fini pour Hard Candy. Et plus généralement, c'est fini pour ces 3 films donc, que nous avons pas mal débattus. 3 films particuliers où on n'a pas forcément eu des avis extrêmement positifs, mais pour autant, il faut que vous fassiez votre propre avis aussi. Et puis, il y a certainement aussi du positif à trouver dans Hard Candy, n'est-ce pas Mathieu, quand même, si on creuse un peu? Patrick Wilson, c'est un très bon acteur, je me Voilà. répète. Il a pas la carrière qu'il mérite. C'est un super acteur. Alors, ne serait-ce que pour voir Patrick Wilson dans autre chose que être Ed Warren, je voudrais bien, je recommande. Watchmen. Il est dans Watchmen. Alors, dans Watchmen et dans Hard Candy. Il joue le hibou. Un mot de la fin, peut-être, Seb. Bah écoutez, je vais pas être original, mais moi c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je passe des bons moments, par Mathieu qui avec son manque de joie de vivre
me fait passer des mauvaises soirées des fois. Bon, Voilà. est-ce que tu as apprécié ce jeu où tu as pu tester ta culture générale sur les films? Alors, Le le Cougar jeu, Town, je pense machin. que c'est le jeu avec le moins de réponses tout court de l'histoire du jeu. C'est-à-dire, je crois que Léo a donné 2 bonnes réponses, j'en ai donné une sur Ah, à j'ai peu gagné. près 8. Ouais, t'as gagné. Moi, ouais. j'ai gagné. Putain, il a gagné. Ah oui, il a c'est carrément ça, t'as gagné. gagné. quoi. Léo, il a complètement gagné. Eh ben, tu sais quoi, Léo, prends ma place de chroniqueur. Mec, je avec me grand plaisir, casse. mec. Et toi, Mathieu, un petit mot de la fin peut-être pour conclure cet épisode? Ouais, déception pour le cinéma, déception pour vos réponses sur ce jeu. Et puis j'espère vraiment que ce qu'on va proposer pour la prochaine fois, ce sera mieux parce que on shoot notre truc, on rigole, c'est sympa et tout, on a la soirée. Mais c'est long, 3 fois 2 heures de merde. Donc Ah oui, j'aimerais il bien faut les juste trouver. on peut avoir des bons films une fois. Moi, j'arrête des films dont j'ai même pas vu une image parce que ça fait 2 fois avec Cool World, là, j'en peux plus. Pour vous et pour moi, j'arrête. Donc maintenant, je propose des films que je connais un peu. Alors justement, la transition est toute trouvée. Quel film vas-tu proposer pour le prochain épisode? Moi, j'ai beaucoup hésité entre 2, et puis il y en a un où je suis vraiment sûr de mon coup par rapport à l'autre. Donc ce sera Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos. Oh, Joli. Comme j'ai bien détesté Mascarade, c'est un plaisir de. Ah ouais, aimé J'ai vraiment pas aimé, mais super. on va en parler C'est en marrant. off. Incroyable ça. Mais j'ai hâte de le découvrir quand même, ce film dont tu nous parles. Seb, quel sera ton prochain film? Alors moi, mon prochain film, ce sera d'un réalisateur. Je suis sûr qu'au moins Marjorie et Mathieu ont vu un film parce qu'il a réalisé un film qu'on a vu ensemble en cours, qui était Le Scaphandre et le Papillon. Donc c'est Julien Schnabel et son film, ce sera Basquiat. Julien Schnabel, c'est un peintre néo-expressionniste et j'avais beaucoup aimé Le Scaphandre et le Papillon. J'ai l'impression que je suis un peu le seul ici à avoir aimé Le Scaphandre et le Papillon. Non, il y a la preuve Donc je m'en fous. Je vous l'impose parce que c'est mon droit. Je suis aussi chroniqueur, ok? Jusqu'à que Léo prenne ma place. Comment t'as dit? Basket? Basquiat. Un mélange des deux. Très bien. Le peintre, est Remords, vous le savez, ça. C'est le peintre Basquiat, c'est là-dessus. Ah oui, c'est sur le graphisme. T'as demandé si c'était Basket. ça. Ouais, il a fait bugger toute la salle. Tout le monde s'est arrêté. Vous savez que ça va parler de peinture, les gars. C'est sur un peintre, Et quant à moi, je vais aussi me baser sur une expérience des cours pour vous proposer un film. Donc vous avez en tout cas les deux vu un extrait. C'est Stranger Than Fiction de Mark Foster ou L'incroyable destin de Harold Crick. Je l'ai déjà vu. Mais c'est super. Bah oui, mais c'est pas grave, tu peux très bien l'avoir déjà C'est vu. vrai que c'est super. Et c'est vrai, tu nous as un petit peu spoilé déjà l'épisode 5, mais très bien. Mathieu, tu te réjouis de voir ce film? Moi, j'ai revu des extraits pour un autre cours. Des extraits très longs, c'est-à-dire toute l'intro pour un autre cours, dans cette superbe salle que tu connais également. Tout à fait. Mais t'étais là en fait, c'est peut-être là que t'as eu l'idée. Mais C'est possible. On a revu ce cours ensemble, ouais. Donc c'est bien, je commence à avoir vu tout le film par extrait, ce serait peut-être bien que je le vois un jour dans l'ordre, donc ouais, c'est cool. On va tester. En tout cas, on n'a vraiment pas du tout de ligne directrice, de ligne artistique directrice. On propose des films qui n'ont à chaque fois rien à voir d'un épisode à l'autre. Et c'est pour ça qu'on aime Random Movies. Random Movies. Alors, à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, regardez plein de films. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.